Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel entretien historique, aujourd'hui avec Pablo Magui. Exceptionnellement, petit message audio qu'on rajoute en post-prod pour vous avertir que cet épisode contient des séquences qui peuvent être heurtantes pour certains publics, des descriptions notamment d'actes de torture qui peuvent mettre mal à l'aise. Donc on voulait vous prévenir avant de plonger dans cet entretien absolument passionnant mais aussi terrifiant avec Pablo Magui. Sur ce, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne écoute. Mes chers camarades, bien le bonjour, j'espère que ça roule, que vous soyez ici en direct sur Twitch ou en rediffusion sur YouTube ou en podcast, puisqu'on est absolument partout. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du plan Condor. Le plan Condor, c'est une opération transnationale qui a été menée dans les années 1970 par plusieurs dictatures d'Amérique du Sud, avec le soutien des États-Unis contre leurs opposants politiques. On va être honnête, c'est pas sans rappeler l'actualité de ces dernières semaines avec l'intervention des États-Unis au Venezuela et l'enlèvement de Maduro. Mais promis, cet entretien, il était déjà prévu quand c'est arrivé. C'est pas notre faute. Donc voilà, en novembre 2025, on commémorait en fait les 50 ans du plan Condor et c'est à cette occasion qu'on a élaboré cette émission. Pour en savoir plus à son sujet, eh bien j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Pablo Magui. Pablo qui a de nombreuses casquettes. Il est écrivain, journaliste d'investigation, scénariste, musicien ou encore professeur à l'université. J'aurais dû demander les prononciations d'Asunción et il me reprendra quand il sera à l'antenne au Paraguay. Il est au Paraguay d'ailleurs. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est donc sa casquette de chercheur, parce que depuis sa rencontre en 2012 au Paraguay avec Martin Almada, dont on va parler aujourd'hui, il a énormément travaillé sur cette opération Condor et sur l'histoire des dictatures en Amérique latine. Il a d'ailleurs publié plusieurs articles et ouvrages sur le sujet, comme Opération Condor en 2020 et La plume du Condor en 2025. Bref, vous avez compris de quoi on va papoter aujourd'hui, donc on tarde pas plus et on souhaite la bienvenue à Pablo. Salut Pablo. Salut Benjamin. Ça va ? Oui, très bien. Une belle journée ici au Paraguay qui commence. Alors, on enregistre cette émission dans les conditions du direct. Il est 14h chez moi. De ton côté, il est quelle heure ? Il est 10h du matin ici. Il est 10h du matin. Voilà. Donc moi, je suis en post-digestion. Et toi, t'es encore au petit café au chocolat peut-être à 10h ? Alors non, je suis au tereré. C'est l'herbe matée froide. Merci en tout cas de nous accorder un petit peu de ton temps pour parler de ce... On dit plan Condor ou opération Condor ? On peut dire les deux. Opération, c'est plus militaire. On en parle comme quelque chose dont on pouvait parler dans les chefs d'état-major. Plan Condor, c'est quelque chose qu'on utilise plus dans les sphères politiques. Ça implique une durée dans le temps. On pourrait parler de l'opération qui a fait enlever Maduro au Venezuela et du plan à long terme pour s'accaparer les réserves de pétrole du pays. Voilà, c'est un petit peu équivalent. Alors, on va y revenir, mais c'est vrai que dans cette introduction que j'ai fait de ta personne, on le voit, tu as de nombreuses casquettes. Alors, comment est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ça a été quoi ton parcours et comment est-ce que tu en es arrivé là, aujourd'hui, à nous parler de ce plan Condor ? Oui, alors, je suis français, j'ai grandi en France, j'ai passé un bac littéraire à Avignon. C'est Frédéric Mistral, et puis après j'ai suivi des études de journalisme d'investigation et de philosophie à l'université de Greenwich à Londres. Et à Greenwich, j'ai eu une prof de philosophie qui avait travaillé pour Henry Kissinger à l'époque de l'opération Condor. Et comme c'était déjà un sujet... Alors peut-être on resitue qui c'est un grand diplomate américain. Ah oui, absolument. Grand diplomate américain, secrétaire d'État aux États-Unis, en plein Condor, et l'instigateur, en fait, de cette opération Condor. Donc, elle avait participé à des réunions dans lesquelles elle avait entendu que les États-Unis, la CIA, appuyaient la chute de Salvador Allende et l'ascension du général Pinochet, et puis le plan Condor, et puis... Elle était relativement jeune à l'époque. Elle avait pris peur un peu de ce que faisait son pays en Amérique latine et elle avait démissionné. Et elle était partie en Grande-Bretagne enseigner en fait. Mais on a passé de nombreuses soirées à boire des pintes où elle m'expliquait ce qu'elle avait vécu et donc elle a accroché l'hameçon si tu veux de mon intérêt.
Ce qui fait que après mes études, je suis parti au Paraguay. Travailler dans une ONG pour installer en fait des panneaux solaires à la base dans des communautés indigènes. Et par hasard, j'ai rencontré Martin Almada, qui est l'homme qui a découvert les archives de la terreur, donc les archives qui ont prouvé l'existence de l'opération Condor. Et là, très rapidement, j'ai décidé de commencer une investigation sur lui, une investigation qui a duré 8 ans et au cours de laquelle j'ai commencé à travailler dans la fondation Celestina Pérez de Almada, sous l'égide de l'UNESCO, à chercher dans les archives de la terreur, et je suis devenu chercheur en histoire, j'ai commencé un doctorat. Voilà, je suis là aujourd'hui. Pour commencer, du coup, est-ce que tu peux nous résumer, nous expliquer simplement, si c'est possible, qu'est-ce qu'a été l'opération Condor pour quelqu'un qui n'en a jamais entendu parler? Comme ça, en 2 mots, c'est toujours un peu le défi, mais l'opération Condor, c'est en fait une opération qui vise à créer une multinationale du terrorisme d'État. On est dans les années 70, en Amérique latine, on a des dictatures dans tous les pays d'Amérique latine. Des dictatures qui sont soutenues par les États-Unis sous l'égide du plan de combat contre le communisme. Et à un moment donné, Manuel Contreras, qui est le chef des services secrets chiliens, de la DINA, va avoir une idée. C'est à lui qu'on attribue en fait la naissance de l'opération Condor. Il va dire, bah, tiens, si au lieu d'être chacun dans notre coin à lutter contre le communisme, on crée un accord qui nous permettrait de poursuivre les dissidents chiliens qui sont réfugiés en Argentine, ou les dissidents argentins réfugiés au Paraguay, ou les dissidents paraguayens réfugiés en Uruguay, etc. Donc, il invite les chefs d'état-major de l'Uruguay, du Paraguay, de la Bolivie, de l'Argentine, du Brésil, à aller à Santiago du Chili le 25 novembre 1975. Donc, on a plutôt commémoré les 50 ans d'existence de l'opération Condor l'année dernière, au moment où on a décidé de cette émission. Et donc, ces différents services secrets vont signer ce qui s'appelle le Condor. Pourquoi le Condor? En fait, ce serait la délégation uruguayenne qui aurait dit, on est au Chili, ici le rapace andin royal, c'est le Condor. Alors pour rendre honneur au pays qui a eu l'initiative de cette grande idée, on va appeler ça l'opération Condor. Voilà, et le Condor est né, comme ça. C'est une opération qui va durer plus d'une décennie, et qui va faire... Alors bon, là, personne n'est vraiment d'accord. On a des listes, mais qui sont pas vraiment complètes. Il y a un grand nombre de disparus. Donc, voilà, ça varie entre les historiens, entre quelques centaines et quelques dizaines de milliers de victimes, quand même. Et ça dépend comment on définit le mot victime aussi. Si on inclut les gens qui ont été torturés, alors là, ça passe à quelques centaines de milliers. Ça va être un bain de sang sur le continent sud-américain pendant une quinzaine d'années. On estime que tout ça tombe aux alentours de 1989, la chute du mur de Berlin et la chute de la plus longue dictature d'Amérique latine, qui est la chute du dictateur Alfredo Stroessner au Paraguay. Justement, tu nous dis qu'il y a quand même beaucoup de dictatures à l'époque en Amérique latine. Est-ce que tu peux nous définir ce que c'est une dictature? Pourquoi il y en a autant là-bas? Il n'y a pas longtemps, Benjamin, tu as fait une émission sur la doctrine Monroe. Et oui. Et en fait, pour expliquer le grand nombre de dictatures en Amérique latine, il faut remonter à 1947, avec ce qu'on appelle le traité interaméricain d'assistance réciproque, le TIAR, qui était en fait un outil des États-Unis pour avoir la main mise sur le continent sud-américain et s'accaparer les ressources. Alors à l'époque, on parlait beaucoup, c'était les fruits principalement. Plus tard, c'est devenu le pétrole, et puis plus tard encore l'influence pure et simple contre le communisme. Et donc, les États-Unis ont soutenu comme ça au fil du temps l'institution de dictateurs qui sont devenus avec le temps, dans 100% des cas, complètement sanguinaires, sur le continent sud-américain pour simplement s'assurer l'allégeance de
de ces systèmes politiques, en fait. Et ça a très bien fonctionné, si bien que dans les années 70, on se retrouve avec une Amérique latine qui est pleine de dictateurs, presque entièrement à la solde des États-Unis, on pourrait dire. Alors, dictature, tu me demandais la définition d'une dictature. Une dictature, c'est un système dans lequel la liberté individuelle est complètement réprimée, opprimée, dans lequel donner son opinion peut nous envoyer dans une chambre de torture, peut nous envoyer arbitrairement en prison ou à la mort. C'est un système dans lequel la politique est complètement verrouillée, dans lequel les élections, s'il y en a encore, sont truquées pour assurer la continuité et la pérennité du système. C'est un système dans lequel on impose un certain type d'éducation pour que les enfants apprennent à aimer la dictature et ne surtout pas penser que c'est peut-être questionnable, et dans lequel on décide des livres que les jeunes peuvent lire et pas lire. Est-ce que connaître l'opération Condor, c'est avoir une autre lecture de ce qui s'est passé dans ces pays à cette époque-là ? Oui, la preuve en est que les gens, à l'époque, essayaient de comprendre ce qui se passait dans ces pays-là, avec grand mal à le faire, à analyser complètement la grande image. Les dissidents ne comprenaient pas pourquoi certains de leurs camarades étaient arrêtés par des forces argentines au Chili ou l'inverse. Et bon, quand l'opération Condor a été prouvée, bien des choses ont commencé à s'expliquer très facilement. C'est-à-dire qu'il y a eu longtemps des problématiques de compréhension et de lecture historique de ce qui se passait à l'époque, qui se sont expliquées d'elles-mêmes avec la preuve finalement qui a été faite de l'opération Condor. Et alors, ces acteurs de l'opération Condor, on parle que de militaires latino-américains ou on est dans quelque chose de plus large ? En fait, on est dans quelque chose de très très large et on touche le quid de la question que j'étudie depuis longtemps. Et il y a aussi un journaliste français qui s'est attelé à expliquer cette problématique, qui est Pierre Abramovici. Et c'est quelle est la dynamique en fait qui permet la naissance de l'opération Condor. Et il faut savoir qu'il y a une dynamique anticommuniste dans le monde qui naît alors vraiment formellement en 1966 à Taïwan. Il y a une organisation qui va s'appeler la Ligue anticommuniste mondiale qui va naître et qui va regrouper comme ça plusieurs membres charmants comme des anciens nazis, voilà, des fascistes, enfin voilà, toutes sortes de mouvements comme ça très très amicaux du monde à la suite de la Deuxième Guerre mondiale. Et Taïwan, donc le refuge de Chiang Kai-shek, qui quitte la Chine communiste au moment où Mao arrive au pouvoir. Et Taïwan qui est aujourd'hui très en danger. On en parle beaucoup dans l'actualité de Taïwan. C'est la Chine continentale à ses yeux sur Taïwan, veut reprendre ce petit bout de pays. Mais voilà, c'est un peu en fait à l'époque l'endroit où, disons, la droite dure à son pied-à-terre en Asie. Et puis cette Ligue anticommuniste mondiale va amener ses idées en Amérique latine et va faire naître ce qu'on appelle la CAL, la Conférence anticommuniste d'Amérique latine. Là, on est dans les années 70, on est au Mexique. Et doucement, en fait, les mouvements forts anticommunistes des différents pays en Amérique latine, les mouvements forts et les services secrets vont signer, vont adhérer à cette conférence anticommuniste d'Amérique latine. Et ça, c'est très important d'expliquer le contexte, en fait, qui permet... en fait, l'opération Condor, c'est la suite logique. C'est maintenant qu'on a tout le contexte idéologique, clé en main, on a les dictateurs en place, on a tout ce qu'il faut, et tout ce qui nous manque, c'est un bras armé. Alors, ce bras armé, ce sera l'opération Condor. Et le plan Condor, et ce sera ce qui va nous permettre d'envoyer, selon mon analyse, des dizaines de milliers de personnes au cachot ou de les exterminer purement et simplement.
Alors, tu l'as dit tout à l'heure, tu nous as donné une fourchette qui s'est transformée en râteau sur le nombre de victimes, notamment parce que tout dépend de ce qu'on entend par le nombre de victimes. Pourquoi c'est compliqué de comprendre vraiment l'ampleur réelle de ce qu'a pu du nombre de victimes et de ce qui a pu se passer? En fait, selon les lectures, on est d'abord, les chercheurs en histoire et les historiens ne sont pas tous d'accord sur la date de fin de l'opération Condor. Il y a pas vraiment de fin officielle au Condor. Donc, il y en a qui situent la fin du Condor au début des années 80. Il y en a qui la situent au milieu des années 80. Moi, je la situe en 1989 à peu près. Voilà. Donc déjà, dans le temps, on a effectivement la fourchette et le râteau qui sont présents. Et effectivement aussi, il y a qu'est-ce qu'on entend par victime. Est-ce que c'est une victime directe, c'est-à-dire un mort, un disparu? Est-ce que c'est une victime est-ce qu'une victime est quelqu'un qui n'est pas morte, mais a été attaquée, par exemple, a été torturée, a été victime de pression, a fui? Est-ce qu'une victime, c'est quelqu'un qui s'est exilé? Est-ce qu'une victime, c'est aussi une victime secondaire, c'est-à-dire un membre de la famille d'une victime qui a été forcé de s'exiler avec, ou qui a pleuré toute sa vie son mari torturé et assassiné? Enfin, voilà. Donc, la définition de victime influe directement sur, encore une fois, la fourchette et le râteau. J'aurais tendance à, moi, considérer que, parce que je l'ai vécu directement en suivant Martin Almada, par exemple, une victime dans une famille rend toute la famille victime. Et donc, mon nombre de victimes du Condor tire plus vers le râteau. Mais après, il y a des historiens qui considèrent que non, une victime, c'est un mort. Donc, voilà. Tu nous as évoqué l'Asie, l'Amérique du Nord et du Sud, l'Europe. Est-ce qu'ils ont un rapport de près ou de loin avec Condor, ou comment ils ont regardé ça? Alors, l'Europe, évidemment, avait connaissance de l'opération Condor. On sait, par exemple, que au moment de la chute de Pinochet, ou quand le régime de Pinochet a commencé à se calmer, il y a une espèce d'opération retour, donc des Chiliens réfugiés à Paris qui rentraient en masse au Chili, et on sait que Valéry Giscard d'Estaing envoyait des listes de Chiliens qui rentraient chez eux au Chili pour qu'on les attende à l'aéroport pour les faire disparaître. Ah oui, donc il y a quand même participation. Même au niveau de la France, une participation active au moment de la présidence de Giscard. Oui, tout à fait. Et j'ai trouvé dans les archives, alors c'est un peu compliqué de rentrer dans les détails, mais le soutien et c'est très curieux d'abord, de François Mitterrand à la dictature d'Alfredo Stroessner, par exemple. Un grand crédit, donc une aide financière à la dictature d'Alfredo Stroessner. Et on sait que, alors, le Paraguay est le pays de l'eau, le Paraguay est le pays avec le plus grand barrage hydroélectrique au monde. Jusqu'il y a quelques années maintenant, la Chine a pris le relais. Mais donc, François Mitterrand était très intéressé d'envoyer EDF au Paraguay, et donc pour ce faire, il fallait aider le régime. Voilà. Donc Alfredo Stroessner, le dictateur paraguayen, a été reçu, comme d'autres, a été reçu par les présidents européens sans grand problème. À ce moment-là, il y avait que des organisations de défense des droits de l'homme et pro-aide aux réfugiés latino-américains qui se manifestaient ou qui manifestaient leur mécontentement. Mais alors, j'imagine que là, en 2 secondes, tu viens de nous citer 2 présidents français impliqués, un de droite, un de gauche. On n'est pas du tout dans le côté partisan politique ou autre du coup. Là, on comprend que ça éclabousse le pays, enfin la France, l'Europe, le monde, tout le monde, en fait. C'est une phrase récurrente que Martin entend, parce que j'ai encore une fois, le deuxième livre et je suis Martin et j'explique
son cheminement, et c'est quelque chose qu'on lui a beaucoup dit, des militaires qui connaissaient le Condor à l'époque, ou même des présidents auxquels il a eu accès, lui disaient, Docteur Almada, tout est lié. Et en fait, on a tendance à penser qu'aujourd'hui, avec le monde, l'ère numérique et les ordinateurs et l'Internet, etc., on est dans un monde où tout est lié, où tout est interdépendant, où l'Asie communique avec les États-Unis, communique avec l'Europe, communique avec l'Afrique, etc. Mais c'était déjà le cas à l'époque, en fait. Et c'est ça que je montre dans ce livre. C'est d'ailleurs en Amérique latine, il y avait ce qu'ils appelaient le Condortel, donc qui permettait aux pays membres de l'opération Condor de communiquer entre eux. Donc il y avait Condor 1, Condor 2, Condor 3, Condor 4, Condor 5, Condor 6, et toutes les communications transitaient par le Panama. Ils communiquaient grâce à des outils offerts par les États-Unis, et voilà, tout était lié déjà à l'époque. C'était une espèce alors en Europe, il y avait Enigma, au moment de la Seconde Guerre mondiale, la fameuse Enigma qui permettait aux nazis de communiquer. Et en Amérique latine, c'était le Condortel qui a été craqué seulement au moment de découvrir les archives de la Terreur. Il y a des répercussions, il y a des conséquences encore aujourd'hui? Oui, ça a des conséquences sur des décennies. Alors, on est encore complètement dedans. Moi, je me suis rendu compte qu'il y avait des implications encore actuelles quand je suis arrivé au Paraguay pour commencer mon travail d'investigation. Donc, il y a une douzaine d'années maintenant, 12, 13, 14 ans, le temps passe vite. J'ai reçu des menaces très vite et beaucoup, et des menaces très franches. Donc, c'était très dérangeant qu'un Européen vienne ici pour passer son temps, et beaucoup de temps, à s'intéresser à l'opération Condor. C'était vraiment un problème. Le docteur Almada, Martin, a été menacé toute sa vie également. Donc d'ailleurs, il disait qu'il y avait le Condor 1, donc le Condor de 75 à 89, et qu'il y avait un Condor 2 et un Condor 3. Donc ça, c'est lui qui l'a défini. C'est pas du tout des dénominations militaires qui ont existé, mais il voulait dire avec ça que d'abord la Ligue anticommuniste mondiale, dont je parlais tout à l'heure, et la conférence anticommuniste d'Amérique latine, ce sont des choses qui existent encore aujourd'hui, seulement elles ont changé de nom. Que la coopération interétatique en Amérique latine au niveau des services secrets continue à fonctionner, que l'école des Amériques dont tu parlais dans ton sujet sur la doctrine Monroe, qui était au Panama, qui est maintenant aux États-Unis, continue à former des militaires sud-américains, voilà, aux frais des États-Unis, en leur expliquant comment on torture quelqu'un, et voilà. Et l'école des Amériques qui a elle aussi changé de nom. Alors c'est tous des noms voilà, très école pour la liberté, la démocratie, organisation pour la liberté de l'information, voilà. Mais en fait, en gros, c'est la même chose. Et tout ça n'a pas changé. En fait, j'ai une amie, Anna Recalde, qui a sorti un documentaire l'an dernier de la guerre verte, de la guerre rouge à la guerre verte, pardon, de la guerre froide à la guerre verte en français, qui a fait une investigation avec un sociologue américain. Pendant qu'il tournait le documentaire, le sociologue est mort d'une manière très curieuse. Donc c'est dans le documentaire, on peut aller le voir, il a gagné plusieurs prix, enfin c'est un super docu qui va avoir une longue vie, j'en suis sûr. Mais voilà, ça dérange qu'on cherche ces sujets-là, et en fait, Anna explique que cette guerre froide et cette coopération interétatique, aujourd'hui, c'est privatisé, et qu'elle passe d'un côté, c'est devenu une guerre économique, la guerre du soja, la guerre de l'eau, etc. Depuis tout à l'heure, tu nous parles de Dr Martin Almada. C'était qui avant de devenir un symbole, justement? Alors, Martin Almada, c'est quelqu'un qui vient d'une famille très pauvre, paraguayenne, qui grandit dans le Chaco, donc vraiment au milieu de nulle part, au nord du Paraguay,
et qui grandit avec les indigènes Chamacoco. Donc il y a deux langues officielles au Paraguay. Encore aujourd'hui, il y a l'espagnol et le guarani, donc une langue indigène. Et lui parlait encore une autre langue indigène qui était le Chamacoco. Donc il a parlé Chamacoco et guarani avant de parler espagnol. Et qui, par le cours des choses, va avoir la chance d'aller à l'école, qui va se trouver une vocation et très vite va comprendre qu'il y a de grandes disparités d'accès à la liberté et aux ressources dans son pays. Et donc, il va s'engager de manière très tranquille au début. Il va devenir syndicaliste, il va devenir professeur, il va devenir avocat, ce qui n'était pas gagné quand on voit d'où il part. Et il va ouvrir une école. Et l'Institut Alberdi, et là, dans cette école, il va appliquer les méthodes de Paulo Freire, qui était un éducateur brésilien, qui à l'époque était déjà exilé en Suisse, et était déjà interdit chez lui, au Brésil. Et donc, c'est enseigner aux élèves à penser. Et ça, dans une dictature, c'est, comme on peut l'imaginer, très, très, très compliqué. Et puis, c'est quelqu'un qui va écrire une thèse doctorale. Il va être le premier docteur en éducation de son pays. Et il va écrire une thèse qui va s'appeler Paraguay, éducation et dépendance, dans laquelle il va expliquer comment le système politique paraguayen rend les élèves, en fait, complètement... c'est un lavage de cerveau. Et ce qui va s'attirer les foudres du système. Et là, doucement, il va rentrer dans un processus qui fera de lui le symbole qu'il est aujourd'hui, par un chemin de vie absolument extraordinaire dont on va parler. Détaillons ça un petit peu, justement. Alors, à commencer par cette passion, on va dire, cette obsession même de l'éducation. Pourquoi ça lui vient ? Parce que justement, il a eu la chance, lui, d'en avoir une. Alors, il a eu la chance d'en avoir une. Il était très conscient, très tôt. Il disait, l'éducation, c'est la seule révolution qui ne tue personne. Et il était vraiment attaché à ce concept. Et c'est vrai que l'éducation, pour lui, réglait les problèmes à la racine. Si on crée de jeunes citoyens qui savent penser, qui ont de l'empathie, qui savent réfléchir à un problème en cherchant des solutions qui ne sont pas sanguinaires, et qui bénéficient au bien commun, alors peut-être qu'on est sur la bonne voie. Et c'est vraiment ce qu'il essayait de faire. Il a eu la chance d'avoir de très bons professeurs aussi, mais oui, c'est son chemin de vie. C'est quelqu'un qui a dû se battre pour étudier. Et il voulait que les jeunes de son pays n'aient pas le même parcours que lui et aient accès plus facilement à l'éducation. Donc, évidemment, il ouvre une école privée parce que c'était la seule manière de faire les choses à cette époque-là si on avait une idéologie un petit peu différente. Il rejoint le syndicat de professeurs, donc il se bat parallèlement pour les droits des professeurs qui n'étaient pas payés parce qu'il y avait une mafia comme ça en Amérique latine, et au Paraguay, il y avait une mafia des politiques qui ne payaient pas leur salaire aux professeurs et qui les forçaient à prendre des crédits avec des taux d'intérêt très élevés pour pouvoir vivre. Voilà, donc il dénonce tous ces systèmes. Et à la fois, il va dans les rues, il trouve des enfants des rues et puis il les emmène à l'école. Et pour leur montrer que l'éducation a une valeur, il leur met peut-être un balai dans les mains en lui disant « Bon, alors tu dois quand même nettoyer un petit peu, tu dois passer le balai comme ça, et puis, mais viens en cours avec un accès complètement illimité voilà, au lieu de payer... des sommes qu'ils ne pouvaient pas payer, mais il leur donnait accès comme ça à l'éducation, et il leur proposait aussi d'étudier des travaux, des cursus manuels pour leur donner un futur aussi s'ils venaient de couches de la population très basse. Il y a vraiment une disparité extrêmement élevée ici au Paraguay. Donc voilà, c'est quelqu'un qui a à cœur d'enseigner, et il se battait non seulement pour les étudiants, pour les élèves, mais aussi pour les professeurs. Et c'est ça qui va lui causer bien des problèmes. Oui, parce qu'elle se situe où la frontière pour la dictature en place? Elle se situe où la frontière entre un militant dangereux et pas dangereux? En fait, ce qui va faire mal à Martin, par exemple,
c'est que dans la dictature paraguayenne, on invite le dictateur Stroessner partout. On ouvre un salon de coiffure, on invite le dictateur pour couper le bandeau. On ouvre une école, on invite le dictateur. On a une remise des diplômes, on invite le dictateur pour remettre les diplômes. Et Martin savait, d'ailleurs c'est devenu connu, le New York Times l'a dénoncé, qu'Alfredo Stroessner était pédophile. Et donc Martin voulait protéger ses jeunes élèves des appétits du dictateur, et donc ne l'a jamais invité à remettre un seul diplôme. Là, il commence à glisser pour le pouvoir. Et puis, comme il n'invite jamais le dictateur à remettre les diplômes, le pouvoir commence à s'intéresser un peu à ce qu'il enseigne et envoie des espions. Donc, il y a des professeurs dont il sait qu'ils sont espions, mais il est obligé de les employer quand même. Sinon, ça aurait attiré l'attention. Et là, ça pardonne pas. Évidemment, ces espions-là font des rapports complètement virulents contre le système éducatif mis en place par Martin. Il est appelé par le pouvoir et on lui dit « tu arrêtes ou tu meurs ». Et là, il va faire le choix de partir en Argentine, à l'Université de La Plata, écrire une thèse doctorale. Et c'est là qu'il va écrire cette fameuse thèse Paraguay, éducation et dépendance, que le pouvoir ne lui pardonnera pas. Et alors, comment il va quitter justement le Paraguay? C'est quand même facile pour lui de quitter le Paraguay ou... Oui, alors, à l'époque, il n'est pas encore... il est sur la liste noire, mais il a encore une liberté de mouvement, surtout s'il sort. Le pouvoir a été ravi qu'il s'en aille. Donc, on le laisse partir. Il bénéficie d'une bourse. Il va à l'Université de La Plata, qui est un peu le Harvard de l'Argentine. Et il va passer 2 ans à rédiger cette thèse où, en plus, il dénonce, parce que, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il a accès, entre-temps, à des documents secrets qui expliquent ce qu'a été le plan Camelot. Et en fait, le plan Camelot, ça a été un plan militaire, sociologico-politique américain, pour prendre la température des pays sud-américains sous forme de questionnaires, en fait. On donnait des questionnaires dans les universités et on disait, voilà, si quelqu'un devait prendre le pouvoir demain dans votre pays, est-ce qu'il serait plutôt grand, blond, petit, gros, est-ce qu'il aurait une voix plutôt aiguë, plutôt grave? Enfin voilà, on faisait ce genre de... Et ce qui était évidemment complètement illégal, c'était une intrusion dans des systèmes soi-disant indépendants. Et Martin dénonce ça dans sa thèse. Donc là, on se dit, il a accès à des documents secrets. Enfin, il va nous couler. Il est très 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 dangereux, donc il faut l'arrêter. Et quand il revient au Paraguay après sa thèse, on l'arrête. Au passage, on a su que le plan Camelot avait été pratiqué en Europe aussi par les États-Unis. Il avait été appliqué dans des pays comme la Grèce, l'Allemagne, la Belgique. On sait que le Canada aussi est passé par le plan Camelot et tous les pays d'Amérique latine. Donc c'est un gros morceau qu'il dénonce dans cette thèse doctorale à l'époque. Et quand il s'y attaque, il est quand même conscient qu'il se mettait en danger? Il est conscient. Et en même temps, mon analyse de sa personnalité me dit qu'il il se disait, je suis le premier docteur en éducation de mon pays, on n'osera pas me toucher. Et ça, c'est quelque chose que ça va pas pardonner, en fait. Il venait tellement de rien que pour lui, arriver à un doctorat, c'était énorme et ça lui conférait un statut dont il était persuadé qu'il allait le protéger. Et c'est pas le cas. Malheureusement, c'est pas le cas. Donc, on a su, en étudiant les archives de la terreur, que sa thèse doctorale était rentrée au Paraguay avant lui. Donc, on est en 1974. Le Condor naît en novembre 1975. Donc, on n'est pas encore dans le Condor. Mais ça, c'est un indice de plus, entre 1000 autres, qui nous permet de savoir que ces dictatures, en fait, elles collaboraient déjà avant la mise en place du plan Condor. Il est arrêté et il est amené devant ce que lui va appeler un tribunal Condor avant le Condor. C'est-à-dire qu'on lui met des lumières très fortes dans les yeux, on lui brûle les yeux, d'ailleurs il aura les yeux brûlés, ce sera un calvaire pour le reste de sa vie,
Et là, il est interrogé par des militaires boliviens, uruguayens, argentins. Et pour lui, c'est très facile de le déterminer parce qu'ici, les accents trahissent l'origine des gens. Si je rencontre un Argentin dans la rue, je sais pertinemment qu'il est argentin. Enfin, c'est pas quelque chose qu'on peut cacher. Donc, il est très conscient des nationalités des gens qui sont là. Et il se dit, mais pourquoi, dans mon pays, je suis interrogé par des militaires étrangers? C'est curieux. Et donc ça va être la première graine de son chemin carcéral qui va le faire réfléchir à ce qui est en train de se passer et dans quel système il est tombé. Est-ce qu'on peut dire que la répression, cette répression, elle commence justement par cette destruction du savoir et par la traque de ces intellectuels? C'est systématique et on le voit à travers le monde. Les premiers à mourir, ce sont toujours les artistes, les intellectuels. D'ailleurs, Martin a toujours dit qu'il manquait une génération d'intellectuels à l'Amérique latine et que le Condor avait privé l'Amérique latine d'une génération entière d'intellectuels. Ils ont éradiqué les intellectuels, ou alors ceux qui ont eu la chance de survivre se sont exilés. C'est pour ça qu'on a énormément d'intellectuels à Paris à l'époque, en Suisse également, qui est une espèce de hub qui reçoit les exilés politiques. L'Allemagne également reçoit des exilés politiques. Et curieusement, et c'est là que le Condor va faire très mal, les intellectuels paraguayens allaient en Argentine. Les intellectuels paraguayens allaient en Uruguay, les intellectuels uruguayens allaient en Argentine, etc. Donc, ils quittaient toujours leur pays pour aller dans une autre dictature où ils pensaient qu'ils seraient plus en sécurité. Et ils l'étaient jusqu'à la signature du plan Condor. Et là, l'épée de Damoclès tombe et plus personne n'est en sécurité soudainement à partir du 25 novembre 1975. Tu nous le dis, Martine, il est arrêté quand il revient au Paraguay, il est interrogé et du coup, il est emprisonné. Alors, qu'est-ce qu'il va subir? C'est quoi sa vie en prison? Alors, d'abord, il passe par la commissariat tercera, le commissariat 3e, qu'on appelle le sépulcre des vivants. C'est un endroit où, en fait, on a littéralement des zombies qui sont torturés la journée et la nuit. Qui mangent peu ou pas, qu'on plonge dans des baignoires d'excréments, à qui on fait courir de l'électricité dans les testicules. Il y a une culture de la torture qui est installée au Paraguay depuis très longtemps, puisque le général Stroessner arrive au pouvoir en 1954. On sait que Robert Thierry, qui est un envoyé de la CIA au Paraguay pour enseigner la torture, arrive ici en 1956. Donc, il y a une culture de la torture au Paraguay depuis 1956 et dans bien d'autres pays d'Amérique latine. La CIA, en fait, avait envoyé des gens pour enseigner les méthodes de torture dont Martin fait les frais. Et puis, il passe à la commissariat Técnica, donc un autre, ce qu'on appelle la Técnica, donc un autre centre de torture où passent des centaines de Paraguayens, voire des milliers. Et là, c'est les tortures absolument terribles. Le Paraguay est le seul pays où les tortionnaires n'ont pas peur de montrer leur visage. Dans les autres pays du Condor, les tortionnaires étaient masqués. Parce qu'ils mettaient un masque, ils allaient au boulot et puis le soir, ils enlevaient leur masque et ils rentraient chez eux. Au Paraguay, c'était pas le cas. Il y avait une telle culture de l'impunité qu'ils arrivaient et disaient « Bonjour, je suis le commandant Cortés. Alors aujourd'hui, c'est moi qui vais vous torturer. » Et puis, le commandant Cortés buvait de la caña, c'est un rhum paraguayen très fort, ou prenait de la cocaïne et commençait à torturer sournoisement la personne qu'il devait torturer. Et puis, à la fin de la journée, il lui disait sans rancune, à plus, tu veux un café? Enfin, voilà, c'était vraiment assez hallucinant, la froideur et la systématisation de la torture. Donc, c'est quelque chose dont Martin va faire les frais. Il va être emprisonné 1000 jours et il va être emprisonné avec un sous-officier, Mancuello, qui
en fait, dont le fils est un révolutionnaire. Enfin, dont le fils a participé à une manifestation communiste à Buenos Aires. Et parce que son papa, sous-officier paraguayen, ne l'a pas dénoncé, on met le papa en prison. Et en fait, ce sous-officier Mancuello travaillait dans les services de communication paraguayens et il va être le chargé du Condortel au Paraguay. Et donc, avant de mourir, puisque il va être victime d'un vol de la mort, c'est les fameux vols de la mort, je ne sais pas si tu en as entendu parler, mais on met dans des avions, c'était très populaire en Argentine, on mettait des gens vivants dans les avions et puis on les jetait au-dessus de la mer. Comme la mer les recrachait sur les plages, ils ont choisi finalement de les jeter plutôt dans des volcans, au-dessus de la jungle, enfin voilà. Donc là, on a les disparus, hein, les fameux disparus dont on ne retrouve pas les corps. Et Mancuello, avant de mourir, va dire à Martin, tu es dans les griffes du Condor. Et Martin va dire, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et Mancuello lui dit, voilà, il existe une opération transnationale appuyée par les États-Unis qui fonctionne avec l'aide d'Henry Kissinger, Manuel Contreras au Chili. Je sais, j'ai tout entendu. Et donc, Martin, à ce moment-là, avec le sous-officier Mancuello qui va mourir, devient l'unique détenteur de ce savoir et se dit, je ne peux pas me laisser mourir en prison, il faut que je sorte, il faut que j'informe la communauté internationale. Et c'est ça qui va lui donner la niaque, en fait, de sortir de prison, de survivre à ce calvaire. Et ça va lui donner un objectif, en fait. Ah, c'est un truc de fou parce que là, la manière dont tu le racontes, on a l'impression d'être dans une série, tu vois, avec un délire complotiste international, un truc, alors que tout ça est très concret, quoi. Ben, tout ça est vrai, avéré, appuyé par des centaines de milliers de documents. On parlera de la découverte des archives, je ne veux pas y arriver trop tôt, mais c'est vrai que Martin va mener ce combat jusqu'au bout et puis il va arriver à son objectif. Ouais. Au moment où il est détenu, est-ce qu'il est, et avant même de découvrir cette opération Condor, il est déjà considéré un peu comme à part entière des autres détenus ou pas du tout? C'est vraiment ce qui lui arrive là-bas et ses conditions de détention, c'est ce qui s'est passé avec des milliers d'autres? C'est ce qui s'est passé avec des milliers d'autres, sauf que il y a une haine particulière contre lui. On sait que le général Stroessner, donc le président paraguayen, avait une haine de Martín Almada depuis longtemps, à titre, c'était personnel. Donc le calvaire qu'a subi Martin était quand même particulièrement lourd. Et la chance que va avoir Martin, c'est que Amnesty International va se saisir de son dossier et mener une campagne internationale pour le faire libérer. Et ça va vraiment changer la donne au Paraguay, puisque Stroessner, même avec toute sa haine, même avec toute la motivation qu'il va mettre à détruire Martin stratégiquement, et puisqu'il va même aller jusqu'à faire incarcérer la fille de Martin, qui a à l'époque 5 ans, avec lui dans les pires conditions pour faire craquer Martin. Enfin, il veut sa mort. Et Martin survit à tout ça. Enfin, il va protéger sa fille du mieux qu'il peut et aller de l'avant. Mais plusieurs fois, il va quand même passer très près de la mort. Très près de la mort. Parce que toi qui as beaucoup travaillé sur le personnage, comment tu nous dis que tout ça, il s'est dit qu'il avait finalement une mission de transmettre tout ça, mais ouais, il faut avoir la niaque, quoi. Il y a plusieurs dimensions dans l'incarcération d'Almada. C'est-à-dire que Martín Almada a la chance de connaître l'amour. Peut-être l'amour comme on le cherche tous. Un vrai grand amour. Qui est Celestina Pérez de Almada, qui va être son épouse, la mère de ses 3 enfants, avec qui il va créer son école. Et en fait, elle va être victime de torture psychologique, puisque au moment où on torture Martin, on appelle sa femme pour lui faire écouter ses cris. Et sa femme, en fait, ne va pas survivre à ça. Elle va être tellement désespérée d'entendre l'amour de sa vie traverser ça qu'elle va faire une crise cardiaque. Et le système straussniste
va interdire qu'on lui porte secours. Donc, elle meurt. Et Martin perd son épouse. Donc là, premier grand coup où il va vouloir mourir, vraiment, parce que pour lui, la vie ne vaut plus la peine d'être vécue. Il va quand même se souvenir à un moment qu'il a des enfants et qu'il faut continuer à se battre, ne serait-ce que pour eux. Mais ce qu'il vit chaque jour, enfin, on est quand même dans des conditions de détention et les tortures qu'il subit, enfin, les sessions de torture, c'est vraiment, enfin, je répète, mais c'est horrible. C'est le noyer dans des baignoires d'excréments humains. Voilà, c'est des choses qu'on peut même pas imaginer. Bon, arracher les ongles et tout ce qu'on connaît de tous les films sur les nazis qu'on a pu voir, etc. Mais c'est quand même très violent, quoi. Et c'est tous les jours. Et c'est dans un environnement où il n'y a pas de pause, puisque quand on n'est pas en train de se faire torturer, on entend les autres en train de se faire torturer. Et n'importe quel torturé te dira que c'est pire d'entendre quelqu'un d'autre se faire torturer que de te faire torturer toi-même, parce que tu imagines ce qu'il est en train de traverser, et l'imagination galope plus vite que la réalité. Donc c'est une torture en soi. Voilà, donc il va essayer de sortir de là à plusieurs reprises avec des grèves de la faim. Ça va être son arme à lui pour essayer de se faire libérer. Mais avant d'arriver à sa libération, moi j'aimerais quand même te poser une question, c'est que, parce que t'as travaillé sur ce sujet, t'en as sorti des ouvrages où forcément tu vas aborder cette question de la torture, qui est c'est une question extrêmement difficile. Je pense que dans le chat là, il y a beaucoup de gens qui sont un peu en PLS comme on dit. Moi-même, ça m'émeut un petit peu. Comment est-ce que toi, t'as pu faire pour parler de cette torture sans d'un côté la banaliser, parce qu'en fait, tu vois, c'est un processus qui est tellement, comme tu le dis, systématique, et puis où le gars, t'as l'impression, il arrive au matin, en fait, il est au boulot, et il dit, bon, allez, je torture, et puis ensuite j'ai fini, et puis je rentre chez moi, voilà. Comment tu fais pour ne pas banaliser, et en même temps ne pas, tu vois, jouer sur le côté... spectaculaire ou cet attrait un peu morbide que peuvent avoir les gens, tu vois, pour la torture, parce qu'il y a un vrai sujet là de parler de la torture de la bonne manière, quoi, tu vois, c'est dur, hein. Tu mets le doigt, alors évidemment, au moment où j'ai écrit la première fois sur la torture, j'avais 8 ans d'investigation derrière moi, j'avais parlé avec des psychiatres qui travaillent pour l'ONU, qui sont spécialisés dans la torture, des psychologues qui traitent des gens qui ont été victimes de torture. J'ai vraiment essayé de comprendre, parce que tu mets le doigt sur ce qui a été peut-être la chose la plus compliquée à faire pour moi. Parler de la torture. Et il y a une chose que j'ai apprise, c'est que bon, évidemment, c'est pas quelque chose qui nous vient spontanément de juger, mais des fois, tu sais, on regarde un film, et puis quelqu'un qui se fait torturer parle. Et on se dit, ah, le salaud, il a parlé. En fait, les psychiatres et les psychologues m'ont dit, on n'est pas tous égaux devant la torture. Il y a des gens à qui on va arracher un ongle et ça va les détruire pour le reste de leur vie. Parce que le contexte, parce que l'homme avec le masque, parce que la pince, parce que ils vont avoir des cauchemars sur cet ongle jusqu'à leur mort. Ils vont tomber en dépression, ils vont peut-être se suicider parce qu'on leur a arraché cet ongle. Et paradoxalement, il y a d'autres gens à qui on peut arracher tous les ongles, couper un bras, enfin bon, et ils ne parleront pas. Mais c'est juste, on n'est pas tous égaux et on ne peut pas juger quelqu'un qui parle sous la torture, parce que c'est juste quelque chose d'absolument impensable. Et quand on m'a dit ça a vraiment changé la manière dont je considérais les choses, parce que j'avais aussi, moi, cette chose de, ouais, dans les films ou dans les livres d'histoire qu'on peut lire, etc. Ah, il a craqué sous la torture, mais quel faible, quoi. Mais non. Ouais, t'as toujours, toi, la tentation de te dire, moi, j'aurais pas craqué, ou... ouais. On a tous, je crois, ce truc de se dire, bah, moi, avec les idéaux derrière, j'aurais jamais dénoncé mes camarades et tout, mais en fait, peut-être que oui. Et c'est arrivé à un moment où j'ai lu que Martin avait finalement accepté de signer des documents sous la torture.
Et ça, c'était très douloureux pour moi, qui avait dédié tant d'années à étudier ce personnage, de me dire, ah, il a craqué, quoi. Et en même temps, il fallait que je me disais, mais non, il peut pas avoir craqué, c'est pas possible, pas lui. Enfin, et pourtant, oui. Et en fait, ce qui m'a permis de parler de la torture, c'est simplement la littérature, puisque ce sont euh, ce que j'écris, ce sont des romans de non-fiction, en fait. Donc, tout ce que je dis est vrai, mais je le dis de manière romancée. Et, euh, et j'ai écrit cette séance de torture. Je savais qu'il fallait que je l'écrive, il fallait que j'en écrive une pour donner la vision au lecteur de ce que c'était. Et en même temps, je voulais pas tomber dans non, je ferme le livre, c'est trop dur. Ou enfin voilà. Donc en fait, je l'ai décrit comme une séance de. Je pars sur une citation d'Hemingway euh, qui parle de la corrida. Et il y a 3 temps dans un combat avec un taureau. Le troisième et dernier temps, c'est la mort. Et je raconte cette séance de torture comme une corrida, en fait. C'est très court, c'est 2 pages et demie, mais je peux pas la lire sans pleurer. Tu nous as dit que Amnesty s'est saisi du cas de Martine, que lui-même a entamé des grèves de la faim. Comment est-ce que finalement il arrive à sortir de prison? Alors, il sort de prison en 77 et c'est l'année où Amnesty International reçoit le prix Nobel de la paix. Et là, ça donne une force à l'organisation qui fait que Stroessner n'a plus vraiment le choix, en fait. Il est... et puis Stroessner est aussi dans des problèmes parce que le premier article de New York Times qui le décrit, comme un narcotrafiquant et 2, comme un pédophile, est en train de sortir. Donc l'image à l'international de Stroessner est en train de s'affaiblir. Et en plus, un bourreau, ça fait un peu beaucoup. Donc il décide de faire sortir Martin de prison, à condition de signer certains documents que Martin va signer, où il avoue avoir fait des choses qu'il n'a en fait pas fait. Euh, et, et il va se retrouver là, dans ce qu'on appelle l'exil interne. C'est-à-dire qu'il sort de prison d'abord dans un état lamentable, il est au bord de la mort, il faut qu'on le porte dehors jusque dans un taxi. Là, il n'a pas d'argent. Euh, et l'histoire folle, j'ai l'impression d'être dans une série Netflix toujours quand je raconte l'histoire de Martin, parce que c'est toujours un peu comme ça. Il n'a pas d'argent, il pèse 50 kilos, il est maigre comme ça, il n'a pas la force de marcher, il est tout sale. Et là, le chauffeur de taxi va se retourner et va dire, Docteur Almada, vous me reconnaissez, j'ai été votre élève dans votre école. Et, et il va l'emmener tout droit à l'hôpital. Il va évidemment pas lui faire payer la course. Il va s'assurer que Martin est bien et bien suivi, quoi. Et voilà. Et puis une fois qu'il est remis sur pied, il va rentrer pas chez lui parce qu'il a plus de maison, mais d'autres anciens élèves vont l'accueillir et il va lui et ces élèves-là vont vivre l'exil interne, c'est-à-dire l'exil interne. On est dans le pays dans lequel on est né, on est dans notre pays, mais plus personne ne nous parle. Tout le monde a peur. Tout le monde a peur du pouvoir. Alors, on ne peut même pas vous regarder. Si vous sortez dans la rue, tout le monde change de trottoir, personne ne vous regarde. Enfin, c'est l'isolement total. Ce qui est extrêmement difficile à subir psychologiquement. Et là, va s'organiser son exfiltration vers le Panama du général Torrijos, qui à l'époque accueille un peu. Alors, je rappelle, j'ai parlé du Condortel tout à l'heure. Toutes les communications du Condortel passent par le Panama. Donc, le général Torrijos a accès à toutes ces communications. Il sait exactement ce qui se passe dans tous les pays du Condor. Et il organise l'exfiltration de Martin et de ses enfants vers le Panama, où ils vont pouvoir s'enfuir et faire une pause avant de rebondir vers la suite de leurs aventures. Et alors, excuse-moi, mais pourquoi est-ce que le Panama décide justement de l'exfiltrer?
Alors, Ils font pas partie du Condor, du coup, eux? ils font pas partie du Condor et le Panama. Il faut rappeler que le général Torrijos, c'est celui qui signe le retour de la souveraineté du Panama sur le canal du Panama. C'est-à-dire que les États-Unis lui rendent à lui le canal du Panama. C'est lui qui va signer ça. Et lui, il est passé par l'école des Amériques, le général Torrijos, mais c'est un dissident complet sur tout ce qui est idéologie nord-américaine. Et il connaît leurs armes, puisqu'il est passé par l'école des Amériques, il connaît leur philosophie, et il va utiliser ça pour mieux les combattre, en fait. Mais alors, excuse-moi, question con, mais là, comme ça, de but en blanc, si je regarde la situation, je me dis, mais ils sont débiles chez Condor ou quoi? Parce que faire passer leur communication au Panama, si le Panama est pas avec eux, ils se doutent bien que le type est au courant de tout. Alors, ils sont pas cons. Ils sont dépendants des États-Unis, puisque leur système de communication a été fourni par les États-Unis, et les États-Unis, puisqu'ils occupent le canal du Panama, ont des terres extraordinaires autour du canal du Panama, et leurs services de communication pour l'Amérique latine sont au Panama. Donc, les systèmes de communication du Panama ne sont pas côté panaméen du mur, parce qu'il y avait une espèce de mur, si tu veux, pour séparer la zone états-unienne de la zone panaméenne du Panama. Voilà, les systèmes de communication étaient dans la partie états-unienne. Mais bon, l'espionnage existe, et donc Torrijos savait exactement comment tout se passait en Amérique latine. C'était le président le mieux informé du continent. Donc, Almada quitte le Paraguay, il arrive au Panama. Alors, il arrive avec des élèves et de la famille? Alors, il arrive avec 3 enfants, ses 3 enfants, et pas de valise. D'ailleurs, il se souviendra toute sa vie les services du président qui viennent le chercher à l'aéroport. Puis ils disent, on va chercher vos valises. Et Martin dit, bah, quelle valise? Je n'ai pas de valise. On n'a pas de valise, quoi. Et ils arrivent comme ça, une main devant, une main derrière, avec quelques dollars qui ont été donnés par l'Église. Martin n'est même pas chrétien. Voilà, mais il lui donne de l'aide pour s'en aller. Et voilà. Et là, le général Torrijos va le mettre dans l'hôtel national, donc au Panama, là où sont en fait tous les réfugiés. Et c'est un des chapitres que j'aime beaucoup dans mon livre, le Panama de l'époque, qui est un peu l'ébullition. C'est juste le moment après la restitution du canal au pays. Tout ça est mené par le général Torrijos, qui on l'appelle un peu le père de la nation, mais on l'appelle papa en fait, hein, ou papito. C'est son surnom, parce que en Amérique latine, on est un peu le continent des surnoms. Mais c'est affectueux, c'est pas, voilà, c'est pas. Voilà, donc tout le monde l'aime bien. Et Martin arrive là, dans vraiment une zone sécurisée où il peut doucement se reconstruire. Il va devenir très ami avec la sœur du général Torrijos et le général Torrijos lui-même, qui va être en fait un peu le deuxième sous-officier Mancuello. Je ne sais pas si tu te souviens, à Technica, il y avait ce sous-officier qui lui a raconté « t'es dans les griffes du Condor », etc. Il y a une alliance interétatique, etc. Et Martin va dire à Torrijos, mais alors tout ça a un lien avec le Condor? Et Torrijos va le regarder avec des grands yeux, il va lui dire, mais t'es le prof le mieux informé du continent. Enfin, il hallucine, hein, qu'un petit Paraguayen sache le plus gros secret du continent à ce moment-là, c'est invraisemblable. Et donc il va continuer à rassembler des morceaux du puzzle pour lui. Et il va lui raconter notamment la Ligue anticommuniste mondiale, la Confédération anticommuniste d'Amérique latine, et comment en fait cette histoire, ce contexte géopolitique global finalement, a été tout à fait propice à la naissance de Condor. Et il va lui expliquer techniquement ce qu'est Condor. Je pense qu'on a des papas ou mamans dans le chat, et moi-même étant papa, c'est vrai que c'est une question que j'avais envie de te poser, mais tout à l'heure tu nous as dit que sa fille de 5 ans a été incarcérée avec lui. Quel âge ils ont les autres enfants? Est-ce que ils ont été mis à l'abri aussi, ou est-ce qu'ils ont... Oui, alors ces 2 autres enfants sont le plus âgé à 16 ans à l'époque. Il y en a un autre un peu plus jeune qui a 13-14 ans, à l'époque de l'incarcération de la petite fille. Hein. Oui, les deux fils sont en sécurité en Argentine, et ils étudient en Argentine. D'ailleurs,
le plus grand, qui s'appelle Ricardo Almada, qui a été plus tard candidat à la présidence du Paraguay, qui n'a évidemment pas gagné parce qu'il avait des idées humanistes et ça n'a pas très bien marché. Mais Ricardo s'est mis en contact avec des membres des réseaux qu'on appelait terroristes de l'époque, donc des réseaux de gauche. Et il a rencontré Santucho, qui était l'homme le plus recherché de l'époque, un guerriero qui a fait des choses extraordinaires pour l'époque, des coups d'éclat. Et il a réussi à rencontrer Santucho il avait 15 ans à l'époque. Il a réussi à rencontrer Santucho quand toutes les polices de l'Amérique latine le cherchaient et n'ont pas réussi à le trouver. Lui a réussi à s'infiltrer dans le réseau de Santucho, à rencontrer Santucho et lui a demandé de lui apprendre à faire une bombe. Et Santucho lui a dit « Mais pourquoi tu veux apprendre à faire une bombe ? Je veux faire évader mon père. » Et Santucho lui dit « Écoute, t'as 15 ans, je suis désolé, quoi. Mais bon, il y a d'autres manières de faire les choses et puis reviens un peu plus tard. » Mais c'est assez extraordinaire, ça, en parallèle de raconter cette histoire-là. Donc, il est déjà animé par un feu. Et en fait, c'est grâce à Ricardo, ce même fils, que Amnesty International va se saisir du dossier Martin, puisque c'est lui qui va écrire en Europe pour demander de l'aide. Donc Martin arrive donc au Panama. Là, il se reconstruit doucement. Enfin, ça prend combien de temps quand même qu'il arrive à se poser, à se reconstruire un peu, parce qu'on imagine que là, il faut un peu souffler quoi après. Ouais, ça prend 3 ans. Ça prend 3 ans et il est. Alors le problème principal, c'est ses yeux. Hein. Il voit plus rien. Parce que on lui a systématiquement brûlé les yeux en fait pendant 3 ans de détention. Il a passé 1000 jours, on arrondit toujours à 1000 jours en prison. Et la chose c'était toi qui aimes écrire, on va faire en sorte que tu puisses plus jamais écrire ou lire quoi que ce soit, donc on va te brûler les yeux. Donc il faut reconstruire ça, on lui apporte des soins très importants au Panama, et puis comme il devient pote avec la sœur de Torrijos et avec le général lui-même, il a accès au médecin du président. Donc tout ça va beaucoup passer par la nourriture. Il a évidemment les intestins, l'estomac complètement détruits puisqu'il a mangé des excréments pendant 3 ans. Donc, il faut le reconstruire de zéro. En fait, il est complètement détruit. Et à ce moment-là, lui-même va écrire un livre. Mais c'est un livre qui est très difficile à lire puisque c'est un peu sa thérapie. Enfin, il crache, il vomit tout ce qu'il vient de vivre en fait. Et c'est traumatisant. Et c'est le livre. Quand j'ai rencontré Martin, j'ai lu ce livre. Je me souviens que ma mère l'a lu aussi à l'époque. Elle a lu 4 pages et elle l'a fermé. Enfin, elle a dit je peux pas lire ça, c'est trop gore. Enfin, c'est horrible. Et cette expérience m'a montré qu'il fallait que je fasse très attention en écrivant mes livres à moi, de ne pas tomber là-dedans. Parce que c'est tentant de tomber dans le gore, mais c'est à double fil aussi. Cet exil-là, il va le vivre comment, lui parce que on imagine que d'un côté, il doit être rassuré de pouvoir souffler, de savoir ses enfants en sécurité, et de l'autre, il est plus dans son pays, quoi. C'est très difficile pour lui. L'exil, il faut se reconstruire, il faut se faire une vie hors de sa vie. C'est pour lui qui est vraiment un Paraguayen dans l'âme, qui n'aura de cesse de vouloir rentrer dans son pays malgré tout ce qu'il y a vécu. C'est terrible d'être hors des limites de son pays, de ne pas pouvoir y rentrer. Et en même temps, c'est un moment, comme on l'a dit, de reconstruction physique et psychique, en fait, puisqu'il reprend des forces et en fait même il approfondit ses connaissances en matière de ce qui était le plus grand complot de l'époque. Hein. Concrètement, c'était vraiment ça, c'était le plus grand complot de l'époque sur la planète, le plan Condor. Donc avec le général Torrijos qui va voir très régulièrement. Il approfondit ses connaissances. Torrijos lui parle de tel pays, tel autre, comment ça se passe, les prisonniers, etc., les conventions entre les pays. Et là, donc, il construit un savoir
qui est absolument inimaginable pour un petit bonhomme comme lui, quoi. C'est quand même, c'est aussi ça qui m'a fortement attiré dans ce personnage. C'est que c'était un petit homme, physiquement, mince, qui payait pas de mine et qui avait ce charisme extraordinaire et ce savoir, en fait. Je me suis dit, mais ce savoir peut pas mourir avec lui. Enfin, c'est une expérience de vie qu'il faut absolument perpétuer. À ce moment-là, en fait, quand il est en train d'engranger ce savoir auprès du général, lui, dans sa tête, il est en train de se dire, attends, là, je suis en train de faire un truc, j'accumule pour restituer à un moment donné. Il est déjà dans cette attitude de combat en disant, là, de toute façon, je vais y aller. Il est complètement dans cette dynamique, si bien que quand il était en prison, il avait dit à un de ses tortionnaires, on peut imaginer, enfin souvent, on le voit dans les films, je vais sortir d'ici et je vais te tuer. Et lui, il a dit, je vais sortir d'ici, je vais créer un musée et je dirai au monde entier ce qui s'est passé ici. C'était ça son truc. C'était dénoncer, quoi. C'est pour ça que, des années plus tard, quand je l'ai accompagné au Vatican, rencontrer le pape François dans le cadre d'une enquête sur Condor et d'un procès, un scénariste nous a approché, il voulait faire un film sur Martin Almada, le premier lanceur d'alerte, et il voulait faire un truc Almada, Assange, Snowden. C'était un peu c'était le déroulé de son film, c'était l'idée. Donc il avait vraiment cette idée de dire au monde ce qui s'était passé. Et pourquoi le général, lui, en fait, c'était quoi son attitude? Parce qu'on a l'impression que, en t'écoutant, que donc il lui délivrait ses infos, mais que lui, peut-être de par sa position, pouvait pas se poser comme lanceur d'alerte lui-même, en fait. Et c'était quoi qui le retenait, le général C'était la diplomatie, et puis il voulait pas mourir, certainement. Enfin, ce qui arrivera quelques mois plus tard, puisque peu après l'arrivée de Martin à Paris, Torrijos sera victime d'un attentat. Comme de nombreux chefs d'État latino-américains plus démocratiques à l'époque, son avion va exploser. On sait que c'était un modus operandi de la CIA typique en Amérique latine à l'époque. Comme les Russes empoisonnent, la CIA fait sauter les avions à l'époque. Donc, peu de temps après son arrivée à Paris, puisque du Panama, il ira à Paris, le général Torrijos va lui trouver un poste à l'UNESCO, où il arrivera en 81, donc l'année de l'ascension au pouvoir de Mitterrand. Et un soir, il rentre du boulot, il rentre de l'UNESCO et il entend... Alors, dans la journée, il reçoit un télégramme de Torrijos qui lui dit « Félicitations, bienvenue à Paris » et tout. Et pendant qu'il lit le télégramme, il entend à la radio « Le général Torrijos a été victime d'un attentat, son avion est tombé, il est mort. » Donc, Torrijos, sa manière de faire les choses était quand même risquée. Et puis, qui succède à Torrijos? Manuel Noriega. Donc, super appuyé par la CIA, qui était déjà un agent de la CIA infiltré sous les ordres de Torrijos. Noriega arrive avec ses gros sabots, et puis toute la politique panaméenne par rapport au Condor change et s'aligne. Donc, Martin est parti in extremis. Bah ouais, carrément. Là, encore une fois, le timing est plutôt bon, j'ai envie de dire, pour lui. Alors, tu nous dis qu'il rejoint l'UNESCO à Paris. L'UNESCO va jouer un rôle quand même dans cette affaire? En arrivant à l'UNESCO, une des premières choses qu'on lui dit, c'est qu'il peut pas rester parce qu'il n'a pas la vue qui est suffisamment bonne. Ses yeux sont trop détruits. Donc il arrive, et premier coup de la part de l'UNESCO, c'est tu peux pas travailler ici en fait. Donc il va à l'hôpital, on lui reconstruit la cornée, et puis sur les conseils d'un ami médecin, il arrête de manger des laitages, et bizarrement sa vue s'améliore, donc il arrive à passer le test suivant. Mais c'est vraiment, encore une fois, ça fait partie de son histoire, c'est un survivor, enfin, c'est quelqu'un qui, les étapes arrivent, les challenges, et il les prend tous l'un après l'autre, et puis il garde le sourire en plus, c'est ça qui est extraordinaire chez Martin. Et l'UNESCO va lui donner un socle, en fait, et va lui donner une légitimité, puisqu'il occupe un poste très important. Il est consultant pour l'Amérique latine et les Caraïbes. Voilà, et
il est dans une bonne position pour être au fait de mouvements, de gens, de choses, de politique, de tout ce qui est en train de se passer là-bas. Et en même temps, les Paraguayens, quand ils viennent à Paris, puisqu'il y a des étudiants paraguayens qui viennent étudier à Paris, passent le voir. Ah, docteur Almada, alors vous êtes là, vous avez besoin d'aide, de quelque chose, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Alors, lui, il le reçoit chez lui, où il a créé un espèce de mini Paraguay, puisqu'à ce moment-là, sa maman l'a rejoint. Donc, il est avec ses 3 enfants et la grand-mère des enfants. Et là, la grand-mère a créé un petit Paraguay dans l'appartement parisien de Martin, où elle fait de la chipa, donc un peu le pain paraguayen. Ils boivent du maté, du tereré, et elle fait tous les plats nationaux, etc. Donc tous les Paraguayens réfugiés et qui sont de passage, tout le monde leur dit il faut aller chez le docteur Almada, c'est le spot. Surtout, il ne faut pas le rater. Et puis lui, il profite un peu de ce spot pour dire aux jeunes ramenez-moi la revue de la police du Paraguay, ça m'intéresse et tout. Donc, quand ils retournent au Paraguay, ils achètent la revue de la police et puis ils lui apportent. Et lui, ça lui permet, il y a une revue de la police à l'époque qui est très complète. Et comme il y a, encore une fois, ça rejoint un peu le problème de l'impunité dont je parlais tout à l'heure des tortionnaires. Personne ne se cache et on ne cache pas ce qu'on fait non plus. Donc, dans cette revue de la police, il y a qui est nommé à quel poste. Ah voilà, il y a les nouvelles voitures de General Motors qui viennent d'arriver. Ça va nous permettre de torturer les gens à l'arrière de manière beaucoup plus efficace parce qu'il y a plus de place. Voilà. Donc lui continue à accumuler comme ça des informations. Et en fait, il commence à mener son enquête sur le Condor et les responsables du Condor depuis Paris. Mais il se passe aussi quelque chose d'intéressant, c'est que à l'époque, Pierre Abramovici, dont j'ai parlé au tout début de notre entretien, est journaliste à TF1. Et Pierre Abramovici, lui, entretient une enquête de longue haleine sur la Ligue anticommuniste mondiale. Et ils se rencontrent par hasard, tous les deux. Et Pierre Abramovici invite Martin à parler à TF1. De ce qui se passe, du Paraguay, du Condor, enfin voilà. Donc Martin va à TF1, s'exprime, et puis après, Pierre lui dit, viens, monte dans mon bureau, je vais te montrer un peu ce que je suis en train de faire. Et en fait, dans le bureau de Pierre, il faut imaginer ça un peu comme dans les films de policiers, il y a plein d'images, des fils, et tu vois, les trucs, mais il n'y a pas les noms. En fait, Pierre, il a les images des généraux, des capitaines, des membres de la Ligue anticommuniste mondiale, mais il n'a pas les noms. Et Martin, qui vient d'une dictature où il y a eu, par exemple, la grande réunion continentale de la Ligue anticommuniste mondiale, s'est faite à Asunción à un moment donné. Donc Martin voit les visages, il voit les gens passer et il connaît leurs noms. Et puis Martin rentre dans ce bureau et dit « Ah mais tiens, c'est le capitaine Cortés. Ah mais tiens, c'est le général machin. Ah mais tiens, c'est le sous-officier. » Et là, Pierre reste, tu vois, ébahi et il se dit « Mais attends, ce mec, c'est tout, quoi. C'est incroyable, il faut qu'on bosse ensemble, en fait. » Et donc, les deux vont se réunir et ils vont se réunir aussi avec un prêtre qui, lui, a une revue sur l'Amérique latine qui s'appelle Dial, diffusion sur l'Amérique latine. Et tous les trois vont se réunir régulièrement et vont commencer à analyser ce qui se passe en Amérique latine et en fait dessiner les contours du Condor, voir ce qui se passe, est-ce que ce qui s'est passé en Bolivie avec l'assassinat de Bonne Sœur, est-ce que c'est lié au Condor? Est-ce que le Condor est en train de s'en prendre à l'église? Est-ce que le Condor est en train de s'en prendre au professeur au Chili? Est-ce que le Condor... Voilà. Donc, en fait, ils étudient en temps réel ce qui est en train de se passer avec le Condor. Et l'UNESCO, vraiment, en tant qu'institution, à ce moment-là, ne collabore pas du tout avec cette enquête. Martin fait ça dans son temps libre, enfin, c'est un truc qu'il fait de son côté, mais lui donne une plateforme de légitimité lourde pour lui permettre non seulement de retourner en Amérique latine et de voyager avec un passeport diplomatique, donc il ne veut pas retourner au Paraguay, mais il retourne dans des pays limitrophes,
Et Stroessner, à cette époque-là, l'a fait mettre sur la liste noire des terroristes. Donc, même avec un passeport diplomatique, à chaque fois qu'il passe une frontière, on l'arrête. Parce qu'il est sur la liste des terroristes et on l'interroge et tout. Et il faut qu'il appelle l'UNESCO pour qu'on le libère. Enfin, c'est tout un truc. Stroessner lui en veut beaucoup. Et quand il s'exprime à TF1, ça fait pas bouger les choses? Il se passe quoi? C'est quoi la réaction? Rien du tout. Évidemment, ça intéresse les mouvements de soutien aux exilés politiques. C'est le moment aussi où Martin va rencontrer Costa Gavras, qui lui sera l'homme qui fera le premier film sur la dictature chilienne et bon, d'une certaine manière, l'opération Condor avec Missing, le film Missing. Voilà, il va rencontrer beaucoup de gens. C'est une année, ce sont des années, c'est une décennie en fait qui va passer à l'UNESCO. Une décennie très riche en rencontres, mais pour ce qui est de faire bouger l'opinion publique, c'est très compliqué. Et Martin étant diplomate, d'ailleurs, quand François Mitterrand arrive au pouvoir, Martin sait tout de suite qu'une des premières mesures de François Mitterrand, c'est de donner un crédit extraordinaire, exubérant à la dictature militaire d'Alfredo Stroessner, donc au Paraguay. Martin va voir Lionel Jospin à l'époque, qui est secrétaire des relations internationales du Parti socialiste, et il lui dit « Mais qu'est-ce que vous avez fait? Pourquoi vous... » Et puis Jospin lui dit « Raison d'État. » Ça, c'est la réponse. Et là, Martin commence à se dire qu'il est peut-être aussi un peu dans la gueule du loup en étant en France. Enfin, voilà. Donc, c'est compliqué pour lui. C'est compliqué parce qu'il est très loin de chez lui, loin de son continent, et en même temps, il est dans un pays auquel il n'est pas sûr de pouvoir faire complètement confiance. Et comment ça se poursuit tout ça alors? Alors, 10 ans passent. Il suit son enquête très minutieusement jusqu'au jour où, en 1989, Alfredo Stroessner tombe. Et là, alors, il tombe. Celui qui va prendre le pouvoir à ce moment-là, c'est un homme qui s'appelle le général Rodriguez, qu'on appelle le général Cocaïne, qui est concrètement le plus grand trafiquant de drogue à l'époque au monde. Et le Paraguay est devenu la plus grande plaque tournante de drogue au monde à cette époque-là. Curieusement, la drogue vient... ceux qui ont emmené la drogue au Paraguay, ce sont les frères Guérini de la mafia corse, qui avaient leur base à Cuba. Quand Fidel Castro prend le pouvoir en 1959, il les vire. Donc ils doivent chercher une nouvelle base. Ils passent d'abord par le Venezuela et puis finalement ils trouvent que le Paraguay c'est génial parce qu'il y a une dictature super corrompue qui a envie de gagner beaucoup d'argent. Et donc le Paraguay devient la plaque tournante. Et donc le général Rodriguez va prendre un grand pouvoir à ce moment-là, si bien que quand le général Stroessner tombe, d'ailleurs il tombe par un coup d'État fait par le général Rodriguez, voilà, c'est lui qui prend le pouvoir. Et on appelle Martin à l'UNESCO et on lui dit voilà, alors le général a pris le pouvoir, est-ce que vous voulez revenir, docteur Almada, vous pouvez devenir ministre de l'Éducation. Et Martin dit à ce moment-là, si vous voulez que je sois ministre de l'Éducation, il faut faire la réforme agraire, c'est-à-dire rendre les terres aux paysans. Et évidemment, le problème des terres en Amérique latine, comme tu l'as t'es brièvement passé dessus dans ta vidéo sur la doctrine Monroe, c'est extrêmement délicat et c'est impensable. Donc du coup, non seulement on n'accepte pas, mais en plus on envoie des gens pour tuer Almada à Paris. Et il va être menacé, poursuivi, échapper à un attentat, enfin voilà. Et puis, il va attendre un peu et il va quand même retourner au Paraguay, ce qui en dit beaucoup sur le personnage. Et là, il va retourner au Paraguay, s'installer au Paraguay. Et avant de partir, Pierre Abramovici lui dit « Martin, s'il y a vraiment, comme on sait qu'il existe, un plan Condor, il y a des archives. Trouve les archives. » Et là, Martin rentre au Paraguay et il commence à chercher les archives, à faire beaucoup de bruit. Il passe à la télé, il passe à la radio, il fait un brouhaha pas possible, il y a une nouvelle constitution,
qui ouvre une nouvelle figure juridique qui s'appelle l'habeas data, en fait, et qui permet aux gens d'aller demander pourquoi, s'ils ont été incarcérés, pourquoi ils ont été incarcérés. Donc Martin va à la police, et puis il dit, voilà, j'ai été incarcéré pendant 3 ans, je voudrais savoir pourquoi. Et bon, attendez 2-3 jours, on va chercher, et puis on revient vers lui en disant, monsieur Almada, vous n'avez jamais été incarcéré. Ça n'existe pas. Donc là, rebruit, retélé, re-révolution, voilà, il fait un bruit énorme. Et puis il va doucement mais sûrement approcher dans son enquête de ce qu'on appellera les archives de la terreur, qu'il va découvrir un jour de 1992, en décembre, 22 décembre 1992, si ma mémoire est bonne. Et il va trouver en fait 5 tonnes d'archives, 700 000 feuillets qui parlent de toutes les arrestations menées au Paraguay, qui contient aussi l'invitation envoyée par Manuel Contreras du Chili pour inviter le Paraguay à se joindre à l'opération Condor. En fait, il va trouver le jackpot et prouver au monde que c'était pas seulement une théorie du complot complètement absurde et qu'il n'était pas complètement dingue, mais que c'est quelque chose qui a existé et qui a une réalité, une vérité historique. Et là, tout devient très compliqué. Parce que ça implique tous les autres pays, parce que ça ne parle pas que du Paraguay, ça parle aussi de l'Argentine, ça parle de la Bolivie, de l'Uruguay, du Chili, enfin voilà, ça implique tout le monde, ça implique les États-Unis. Donc Martin Almada envoie une lettre à Bill Clinton à l'époque pour lui dire, écoutez, on vient de trouver 5 tonnes d'archives, 700 000 feuillets qui impliquent votre pays dans en fait le déluge de sang et de violence dont mon continent a fait les frais ces derniers 20 ans, 30 ans, on demande réparation. Et Bill Clinton, à travers l'ambassadeur des États-Unis à Asunción, m'a envoyé une jolie lettre en disant c'est comme dans Mission Impossible, tu sais, si l'un de vos membres devait être pris ou tué, l'agence niera toute implication. Voilà, en fait, c'est ça, c'est les États-Unis d'Amérique nient toute implication dans la violence étatique menée au Paraguay et dans le cône sud dans les années 70. Et puis, si vous deviez avoir des documents, faites-les passer par voie diplomatique. Bon, on sait très bien que c'est des voies où les documents passent et meurent, quoi. Donc, les États-Unis refusent d'accepter la responsabilité ou leur part en tout cas de responsabilité de ce qui s'est passé. Et pour protéger les archives, là l'UNESCO va jouer un rôle fondamental. Martin appelle ses contacts à l'UNESCO et là très rapidement, paf, ils envoient des gens au Paraguay et on classe les archives de la terreur comme patrimoine mondial de l'UNESCO, patrimoine immatériel. Enfin non, patrimoine mondial de l'UNESCO. Et du coup, on ne peut plus les faire disparaître. Et il faut les conserver. Et il faut les classer, et il faut les étudier. Et ça, c'est un coup de génie. Ouais, parce que on imagine alors en fait ça a pris combien de temps en termes de temporalité ça, parce que on imagine que quand ils découvrent physiquement le fonds d'archives, en face il n'y a pas une réponse de l'État ou de certaines autorités qui disent oh putain là ça craint, il faut qu'on crame tout, tu vois. Si, alors ils étaient en fait dans le processus, hein, quand ils trouvent les archives, elles sont dans une pièce. D'ailleurs, si les gens veulent aller voir en ligne, peuvent écrire découverte, archives de la terreur. C'est tout filmé, hein, donc ils peuvent suivre la découverte menée par Martin avec tous les journalistes, puisqu'il a appelé tous les journalistes du pays à l'époque et un juge d'instruction. Ils arrivent dans un endroit qui est détenu par la police, en fait. La police lui dit « Vous n'avez pas le droit d'entrer ». Et là, le juge a ces paroles extraordinaires on n'est plus en dictature, je suis la justice. Vous répondez à mes ordres, en fait. C'est fini le truc de mon chef m'a dit, le chef de la police a dit, et donc toi, citoyen, tu n'as pas le droit de citer. Maintenant, on est en démocratie et je suis juge, donc tu me laisses passer. Laisse passer et il trouve ses archives. Et puis, il trouve ses archives dans une pièce et tout de suite, les gens commencent à creuser instinctivement autour du bâtiment et ils trouvent des archives enterrées avec des ossements humains,
avec des bouteilles de produits qui étaient là pour désagréger pour décomposer les ossements et les archives plus vite. Enfin, le pouvoir essayait quand même de détruire des preuves, et en même temps, la question s'est posée de savoir pourquoi est-ce que ces archives, le fond d'archives, quand même le gros du fond d'archives était intact. Et la réponse, c'est encore une fois la même que pour les tortionnaires, l'impunité totale. C'était se dire, on le planque un temps, Stroessner est tombé, etc. Mais à un moment, on va réinstaurer une dictature, on va reprendre le pouvoir, ça ne va durer qu'un temps, puis ces archives, on va les réutiliser, en fait. Et Martin casse ça. Et heureusement qu'ils ont eu ce raisonnement, finalement, d'impunité, parce que ça donne au monde... En fait, les archives de la terreur sont le seul corps d'archives complet au monde d'une dictature. C'est un fonds d'archives extraordinaire qui est aujourd'hui consultable par le public au musée de la justice du Paraguay, et où je passe grand nombre de mes journées. Et donc c'est vraiment un des plus grands fonds répressif finalement de documentation répressif du monde, quoi, de l'histoire. Ouais. Au monde, on a, enfin en Amérique latine en tout cas c'est le plus grand. Après en Europe, on a les archives de la Stasi, la police secrète d'Allemagne de l'Est, qui est aussi fonds d'archives énorme et très bien organisé. Mais ici, en tout cas, c'est vraiment le plus grand fonds d'archives, et qui n'est pas encore complètement numérisé, scanné, étudié. Enfin, c'est pour ça que je continue à tomber sur des documents étonnants. D'ailleurs, le document qui parle de François Mitterrand, c'était un document inédit. Enfin, c'était pas, voilà, c'est pas quelque chose qui était prouvable. Et alors, dans les grandes lignes, tu nous as parlé de cette opération Condor, des ramifications, tout ça. Qu'est-ce que ces archives, elles nous apprennent là? Qu'est-ce qu'elles révèlent à ce moment-là? Alors, en fait, elles révèlent tout ce dont j'ai parlé pendant l'entretien ici. C'est non seulement comment s'est construit le Condor, mais aussi, alors, quel pays était membre, et aussi comment concrètement opéraient les services secrets entre eux. C'est-à-dire que on peut suivre des cas concrets. Par exemple, le frère de Santuccio, dont je parlais tout à l'heure, qui a refusé d'apprendre au fils de Martin à faire une bombe parce qu'il avait 15 ans. Voilà, son frère était aussi un révolutionnaire. Il a passé la frontière argentino-paraguayenne avec des faux papiers. Il s'est fait choper. Et donc, on peut suivre tout le chemin de son incarcération, c'est-à-dire les tortures, qui l'a interrogé, quand, comment, à quelle date. Enfin voilà, on suit concrètement en fait les détentions et les sévices subis par les gens qui sont arrêtés. On a aussi la liste des gens qu'on suspectait, enfin qui étaient disparus. C'est toujours très difficile pour les familles. C'est une des choses les plus difficiles. Si quelqu'un meurt, bon, tu sais qu'il est mort, tu fais ton deuil. Si quelqu'un est disparu, bah, toujours quelque part l'espoir de va revenir. Peut-être qu'il n'est pas mort. Peut-être qu'il est. Tu sais pas. C'est extrêmement difficile. Donc là, on a des listes de gens. Les familles peuvent aller voir. Tiens, est-ce qu'il est sur la liste des morts? Est-ce qu'il est sur la liste des gens qui ont été exécutés? Ah bah ouais. Ok. Bon, c'est dur, mais je fais mon deuil. Et puis, ça permet surtout de demander réparation au gouvernement du Paraguay et dire, écoutez, vous avez fait régner un terrorisme d'État ici, du Paraguay et des autres pays. Et ça va, la découverte des archives de la terreur va en fait ouvrir l'ère juridique de ce qu'a été le post-Condor, c'est-à-dire la réclamation des familles et des victimes aux États. Et le pays qui va le mieux jouer le jeu, c'est l'Argentine. On a vraiment des condamnations de généraux, des condamnations très dures de militaires et d'agents de la police secrète. On a aussi un fonds d'archives qui va être catalogué. On a un lieu qui s'appelle l'ESMA, qui va devenir le musée de la dictature militaire. Et malheureusement, c'est très dur parce on vit une période de retour de manivelle. Javier Milei, en Argentine, est en train de démanteler tout ça. C'est-à-dire que lui se revendique des généraux, il dit que c'est terrible d'avoir condamné ces gens qui ne faisaient que leur travail et qui luttaient pour le bien de la liberté, l'anticommunisme, etc. Donc tout le fonds d'archives de l'ESMA est en train d'être démantelé aujourd'hui. Et c'est là que le Paraguay a la grande chance, puisque
le Paraguay est complètement à la botte. C'est pas moi qui le dis, c'est le président actuel du Paraguay qui a dit il y a pas longtemps, le Paraguay est le meilleur allié, le plus grand allié des États-Unis dans la région. Le fait que les archives de la terreur soient classées patrimoine de l'UNESCO fait que c'est intouchable, en fait. Et ça, c'est un statut que les autres archives, que les autres musées du continent n'ont pas. On a aussi un président d'extrême droite aujourd'hui au Chili qui se revendique, enfin, dont le père était nazi. Enfin, ça devient terrible, l'Amérique latine. En ce moment, donc, pas que l'Amérique latine d'ailleurs, mais ça, c'est un peu partout. Ouais. Est très inquiétant. Mais tous les résultats de ces enquêtes et en fait le bien qu'a amené et le sentiment de justice surtout qu'a amené les archives de la terreur sur le continent est en train d'être effacé à plus d'un titre. Ça, c'est très inquiétant. Mais un juge me disait, rends-toi compte, Pablo, après la découverte des archives de la terreur, c'est quand même assez fou, mais on est quand même le seul continent où les victimes pouvaient arriver au procès contre l'État avec leur dossier des archives secrètes sous le bras. C'est-à-dire que c'était le gouvernement ne pouvait pas dire bah non, c'est pas vrai, il n'y a pas de preuves. Non, tout est là. Vous m'avez détenu tel jour, vous m'avez fait ça, j'ai bu du caca tel jour, voilà, on m'a électrifié tel jour, j'ai électrocuté, voilà. Et donc ça, c'est une force extraordinaire et ça a permis d'ouvrir bien des procès, même au-delà de l'Amérique latine, puisque c'est Rome, donc l'Italie, qui s'est saisie du procès Condor au nom de la justice internationale. Hein. Et là, il y a carrément eu un procès international à Rome. Il y a eu un procès international à Rome qui s'appelle le procès Condor, donc où j'ai été en 2015 avec Martin Almada qui a témoigné là-bas. Alors c'est un procès, et tu parlais de l'actualité de la menace. Enfin, c'est quand même un procès qui se tient, puisque ça continue. Hein, c'est un procès qui se tient dans un bunker, en fait, qui a été construit par l'Italie pour juger les mafieux. Donc, c'est un endroit où on ne peut pas poser une bombe, enfin, où c'est très difficile. C'est un endroit qui est super protégé, où il y a plein de caméras, il faut passer 1000 grilles. Enfin, avant d'arriver à la salle du tribunal, il faut passer une quantité astronomique de points de sécurité, de checkpoints, etc. Donc, le danger estimé par l'Italie est quand même bien réel. Il y a des gens qui sont vivants et qui veulent pas qu'on cite leur nom dans ce procès et c'est que ça reste très délicat. Et Martin était un danger permanent puisque c'est quand même la personne qui connaissait le mieux les archives de la terreur. Il a passé des jours et des nuits et des jours et des nuits et des années à lire chaque document. Les documents n'ont pas été numérisés, mais tout était dans sa tête en fait. Et il savait exactement où chercher pour faire mal. Et il est arrivé au procès Condor pour donner son témoignage. Et il a dit, votre honneur, j'apporte des preuves. Et il a posé, ça a résonné dans la salle, il a posé un paquet comme ça. Puis d'un coup, on a vu tous les avocats, de tous les généraux, commandants en face qui disaient, objection. Et voilà, il faut qu'on étudie les documents, on peut pas... enfin, c'était cocasse, enfin, c'était assez génial. Mais ouais, c'était un mec dangereux, Martin, pour son savoir, justement. On a une question, on nous demande, mais pourquoi Rome ? Alors, Rome, c'est là qu'on a posé, en fait... alors, je reprends. Quand certains pays ne veulent pas juger quelque chose qui est arrivé sur leur terre, comme ça a été le cas de certains pays avec l'opération Condor, notamment le Paraguay. Oui, parce qu'on n'a pas parlé de la réaction de l'État, excuse-moi, mais quand les archives ont été découvertes, il se passe quoi pour l'État ? En fait, l'État a joué le jeu. Dans un premier temps, c'était brûler tout. Et dans un en haut lieu. Et puis dans un deuxième temps, c'était c'est trop tard. Le juge qui était là, il y avait la presse, enfin c'est dans le monde entier. On peut plus. Ouais, c'est grillé. Ouais. C'est grillé. Ah, alors on va jouer le jeu démocratique, on va jouer le jeu de l'ouverture, on va jouer le jeu de c'est bon, open game quoi. Et donc l'État a complètement soutenu le processus d'accès, de libre accès à ces archives. Mais c'est un peu, j'ai envie de dire, c'est un peu comme ce que Trump est en train de faire avec les dossiers Epstein. Je laisse sortir des millions de pages et ça va leur prendre tellement de temps que je serai mort, quoi.
quand ce sera l'heure de passer devant la justice. Et en fait, c'est un peu ça. Les gens en haut lieu étaient ou âgés ou machin. Il y avait 700 000 feuillets, c'est très long. Comment on juge, comment on fait, qui est responsable de quoi. Il faut créer une commission vérité et justice, comme ça c'est fait dans tous les pays. Donc une commission qui étudie les dossiers, qui sortent le nombre de morts, le nombre de torturés, le nombre. Enfin, c'est extrêmement long en fait. Et c'est pour ça qu'ils n'étaient pas trop embêtés, surtout que les États-Unis, eux, ne reconnaissaient pas leur part de responsabilité. Donc c'était voilà, ils se sont dit, c'est un petit truc, ça va passer, c'est pas bien grave, en fait. C'est ça. Sauf qu'ils ont mal lu, ils ont très mal lu les cartes et que ça a changé complètement le jeu de la justice post-dictatoriale en Amérique latine. Et donc, je reviens, quand un pays ne veut pas juger, comme ça a été le cas du Paraguay d'ailleurs, le Paraguay n'a jamais statué sur la dictature, l'opération Condor, etc. On peut aller demander à un pays étranger de juger ce qui s'est passé à la place du pays qui ne veut pas faire son boulot, en fait. Et pourquoi l'Italie? Parce qu'ils sont, voilà, l'Italie est le pays qui a été choisi. Alors c'est Martin qui a été à l'initiative de ça aussi, mais bon, ils sont allés demander à l'Italie de statuer. Je pense pour des raisons aussi. Enfin, l'Italie a été très touchée par des vagues d'attentats anticommunistes, etc. Il y avait une espèce d'histoire commune là qui faisait que l'Italie était un endroit propice pour voilà, pour juger cette chose-là. Et l'Italie a tout de suite accepté et a monté les dossiers et ça fait des années que ça dure. Parce que donc c'est toujours pas fini. Non, et avec des vagues successives quand même. Mais non, mais c'est par dossier, c'est très long en fait. C'est telle affaire. C'est pas un truc global. C'est voilà. Alors maintenant, on va étudier telle affaire de l'opération Condor. Maintenant, on va étudier telle affaire de l'opération Condor. Telle affaire de l'opération. Et à chaque fois, il faut dire qui a été responsable de cette chose-là. Donc c'est quelque chose qui dure en fait dans le temps de manière extraordinaire. Et ça a commencé en 2015, c'est ça, tu nous as dit? Alors, Martin est allé donner son témoignage en 2015, mais le procès Condor en Italie a démarré des années plus tôt. J'ai pas la date exacte en tête. Parce que là, la manière dont sont parties les choses, moi, enfin, ça va durer 20 ans, quoi, encore. Non, tu vois. Ouverture des enquêtes en Italie, ça a commencé en 1999, 2000. Et Martin, lui, a donné son jugement en 2015, tu vois. Voilà. Et en 2019, il y a eu des condamnations confirmées en appel, mais il y a des cas encore qui... Enfin, voilà, c'est très, 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 très long. Et en fait, Martin, en 2015, ce qu'il a fait, en rencontrant le pape François, c'était pas juste lui serrer la main, c'était lui donner des archives qui concernaient en fait l'Église sur l'opération Condor, et demander au pape François d'ouvrir les archives du Vatican sur l'opération Condor, puisqu'on sait que les archives du Vatican sont extrêmement complètes, parce que les curés sont un peu les espions de l'Église, donc ils envoient des rapports sur les nonces apostoliques, qui sont les ambassadeurs de l'Église dans les différents pays, et envoie aussi des rapports, etc. Donc, en fait, l'ambassadeur, c'est le Vatican, c'est une somme colossale de choses sur ce qui s'est passé pendant le Condor. Et Martin a demandé, s'il vous plaît, tenez-vous au courant des différents procès et envoyez des archives quand ça aide les familles. Et le pape François l'a fait. Donc, il n'a pas ouvert le fonds d'archives, mais l'Église délibérément a envoyé des archives très ciblées pour aider certaines familles dans leur procès. Alors Martin, il est décédé aujourd'hui? Oui, Martin est parti il y a un peu plus d'un an. Ah, c'est très récent. Et c'est resté je veux dire, à la fin de sa vie, il était quand même très... J'ai les mots qui viennent en espagnol, pardon, mais c'est la langue que je parle toute la journée.
affaibli. Voilà, il était très affaibli, tout mince, et il était encore sur son lit d'hôpital en train de me dire Pablo, il faut appeler l'ambassade de l'Équateur pour savoir ce qui s'est passé avec ces listes de gens qu'ils ont envoyés au service secret de la Colombie, ça va pas du tout. Enfin, il était encore jusqu'au bout complètement dans la lutte, et c'était extraordinaire à voir. Et en fait, on est aujourd'hui. Donc, le parti de la dictature, le parti traditionnel de la dictature, c'est le parti Colorado, ici au Paraguay. On a encore le parti Colorado au pouvoir aujourd'hui. Et il n'y a pas eu de réaction du pouvoir quand Martin est parti. Ils n'ont rien dit. Et donc, le peuple s'est manifesté. Enfin, ils sont descendus à la rue, ils ont critiqué toute la journée le pouvoir de pas dire quelque chose, quelques mots au moins sur le décès de ce symbole, quoi. Et finalement, en fin de journée, le président de la République a tweeté ou a mis sur X voilà, toute notre gratitude à Martin Almada, qui est un symbole pour la paix et la justice dans notre pays. Et nous lui devons beaucoup. Et un truc très hypocrite. Il a cédé à la pression populaire, mais bon, il a fait le minimum syndical, quoi. Ouais, il avait vraiment pas le choix, quoi. Il a fait le minimum. Ouais. Du coup, on peut considérer que sur la fin de sa vie, Martin, il était toujours dans le combat, donc en fait, il estimait que la révélation de toute cette opération, de ce scandale Condor, que c'était pas une victoire complète, quoi. Il y avait encore un truc à mener, quoi. C'était pas fini, quoi. Encore un combat à mener, c'était encore d'actualité. Il fallait, comme je l'ai dit tout à l'heure, toutes ces ligues anticommunistes mondiales, la Confédération anticommuniste d'Amérique latine, tout ça, ça existe toujours avec des noms différents. Et puis maintenant, on fait des think tanks et on fait toutes sortes d'autres organisations. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais enfin, tout ça, c'est des choses qui existent encore, de passer les. Donc, Martin était complètement impliqué, et puis il supportait pas la violation de la souveraineté de son pays et des pays d'Amérique latine par les États-Unis. C'était un truc insupportable pour lui, insupportable. Et là, je pense à lui beaucoup. Je pense à lui beaucoup depuis l'enlèvement de Maduro. Alors encore une fois, je défends pas Maduro. Il a fait des trucs abjects et c'était quelqu'un de. Mais la violation de la souveraineté d'un pays d'Amérique latine, comme ça, de venir kidnapper un président, de quel droit finalement? C'est complètement incroyable. Et en plus, cette politique qui est en train de se mettre en place par Donald Trump d'utiliser le narcotrafic, parce que c'est trop facile. Enfin, il y a pas un pays d'Amérique latine qui est à l'abri du fléau du narcotrafic. Et d'utiliser le narcotrafic comme prétexte de violation de la souveraineté, c'est le coup le plus bas qui pouvait porter à l'Amérique latine. Moi, j'appelle ça, il parle toujours du drill baby drill. Moi, j'appelle ça le phénomène du deal baby deal. C'est-à-dire, allez-y, dealez votre drogue. Moi, après, je prends les, voilà, je retire tous les bénéfices de ça, et on peut pas accuser les États d'être responsables du narcotrafic, en tout cas pas toujours. C'est loin d'être 100% des cas. Donc ce retour de cette mainmise des États-Unis sur l'Amérique latine. J'ai écrit un article dans Le Monde en octobre, je crois, en octobre de l'année dernière, où j'annonçais ce qui allait se passer. Et plein d'historiens m'ont dit, mais Pablo, tu rêves, les États-Unis vont jamais rentrer au Venezuela, ils vont jamais faire quoi que ce soit, c'est pas imaginable. Et bon, je me suis pris toutes sortes de critiques, et finalement, voilà, c'est quand même arrivé. Donc là, il y a une volonté très claire de revenir et de perpétuer ce système. Et je finissais cet article en disant le Condor est parti, mais l'aigle revient. Et c'est une philosophie complètement différente. Là où Henry Kissinger, à l'époque, il était quand même un fin diplomate. C'était un type abject aussi, qui a fait des choses tout à fait abjectes, qui a reçu le prix Nobel de la paix quand même. Hein. Lui. Mais c'était alors les réunions en haut lieu, très cachées, où on fait ça de manière très diplomatique, à l'ancienne, enfin, j'ai envie de dire.
Donald Trump impose la loi du plus fort. Enfin, c'est simplement, j'envoie les bateaux, t'es content, t'es pas content, je rentre, je t'enlève ton président et c'est fini. Et ça, c'est un message extrêmement puissant. D'ailleurs, il l'a dit au lendemain de la prise de Maduro, il a dit, je crois, plus personne ne peut douter de notre souveraineté sur la région, dans la région. Donc c'est un message fort envoyé c'est ce qu'on appelle finalement la doctrine Monroe, hein, qu'on voit beaucoup passer. C'est la reprise de la doctrine Monroe par Donald Trump. Et c'est ce qu'annonçait en fait toute cette Ligue anticommuniste mondiale et cette confédération anticommuniste d'Amérique latine. Et on revient finalement à la TIAR, hein, ce traité interaméricain d'assistance réciproque de 1947. On est en train d'y revenir. Là, ce qui est en train de se passer au Venezuela, c'est exactement ça. Enfin, c'est le renouvellement de ce cycle. Oui, et puis au-delà du doute sur place que tous les acteurs nationaux peuvent avoir vis-à-vis des capacités des États-Unis à venir directement, là, le doute est effacé. C'est une certitude maintenant, et donc ça change aussi les choses, quoi. Ils se disent bon. Ça change les discours. On s'aligne. Qu'est-ce qu'on fait? On s'aligne. Personne ne doit aller en prison aux États-Unis. Voilà, c'est facile. Et je comprends. Donc c'est juste de l'intimidation. C'est juste de l'intimidation. À ton avis, c'est quoi l'héritage de Martin Almada aujourd'hui? Alors, Martin Almada a toujours dit la deuxième peau des Paraguayens et des Sud-Américains après le Condor, c'est la peur. Et je crois que ce que Martin a enseigné aux Paraguayens, c'est à ne pas avoir peur. À ne pas avoir peur de se lever, à ne pas avoir peur de faire entendre leur voix et globalement à s'insurger contre ce qui n'est pas juste. Et aussi, je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais il disait la seule révolution qui ne tue personne, c'est l'éducation. Et cette chose-là de l'éducation, il a vraiment laissé une marque très profonde dans l'imaginaire culturel paraguayen. Quand on pense à Martin Almada, on pense à quelqu'un qui n'a pas eu peur d'enseigner, de lire, de faire lire les ouvrages qui pouvaient être considérés comme irrévérencieux envers le pouvoir. Et ça reste quelque chose d'extrêmement fort. Ça reste aussi Martin, le découvreur des archives de la terreur, ça pour toujours, on ne peut pas lui enlever. Et la France, en fait, a été le premier pays à remettre une médaille à Martin. Ils lui ont remis la médaille des droits de l'homme tout de suite au lendemain de sa découverte des archives de la terreur. Il y a toujours ce double tranchant diplomatique. Hein. D'un côté, on a Valéry Giscard d'Estaing, puis de l'autre côté, on a la médaille des droits de l'homme à Martin Almada. Non, c'est toujours la diplomatie compliquée. Mais voilà, je pense que c'est ça. C'est l'homme qui a... Ici, on l'appelle souvent le chasseur du Condor. Hein, le chasseur de Condor. Martin Almada, le chasseur de Condor. Mais c'est aussi l'homme de l'éducation et l'homme qui n'a pas eu peur. Et je pense que ça, c'est trois grandes leçons qui nous laissent et qui doivent être perpétuées. Et il eût été très dommage que ces trois leçons meurent avec lui. C'est pour ça que j'ai choisi d'écrire ces livres. Et on sent durant ces 2 heures qu'on vient de passer ensemble que tu es encore beaucoup influencé par cette pensée de Martin. Comment tu te situes, toi, par rapport à ça? Est-ce que tu es dans une continuité? En fait, c'était quoi Qu'est-ce que tu cherchais en écrivant ces bouquins, en fait? Tu cherchais à raconter une histoire? Tu cherchais à alerter pour ce qui est en train de se passer et va se passer? Tu cherchais à peut-être sensibiliser les jeunes, les citoyens, les historiens peut-être? Parce qu'on l'a vu, tu as plein de casquettes en fait, de chercheurs, de journalistes. Alors, j'avais vraiment sous-estimé ce que j'étais sur le point de faire. J'avais pris une année sabbatique pour venir écrire ce livre. Et quand j'ai commencé à rentrer dans le vif du sujet, je me suis dit qu'une année, ça n'allait jamais suffire. Si je voulais vraiment écrire quelque chose de cohérent et de rempli, et qu'il allait falloir que je passe quelques diplômes de plus, que je devienne un chercheur et maintenant
je suis sur le point de terminer ma thèse doctorale d'historien qui porte sur Martin aussi. Donc, Martin Almada, une vie dans le cadre du plan Condor, c'est le nom de ma thèse. J'ai d'abord voulu raconter une histoire qui m'a profondément touché, parce que c'est une histoire épique. Il y a une histoire d'amour, il y a une histoire c'est presque Ulysse, ce Martin, qui quitte Ithaque et qui doit revenir, quoi. Et c'est une épopée. Et il y a tellement d'éléments dans ce livre. Moi, j'ai toujours l'impression de me dire, on est dans du Netflix. Enfin, on aurait voulu l'inventer, qu'on n'aurait pas fait mieux, quoi. Il y a tellement d'éléments extraordinaires qui viennent ponctuer l'histoire de Martin Almada et de sa découverte et sa traque de l'opération Condor, que c'est absolument formidable. Mais il fallait le background, enfin, il fallait le livre est ponctué d'archives quand même. Donc à chaque fois que je raconte quelque chose, je mets les archives qui correspondent pour prouver que ce que je dis est avéré, est un fait historique. Donc oui, raconter une histoire. Puis doucement, je me suis dit que cette histoire était extrêmement actuelle. Et puis la mémoire, enfin le devoir de mémoire, c'est quelque chose de quand même fondamental. Quand j'étais gamin au lycée, j'avais rencontré Georges Semprin, qui était un grand écrivain qui avait été ministre de la Culture de l'Espagne, qui s'était échappé de camp de concentration nazi 2 fois, et avec qui j'avais eu la chance de parler, puisqu'il était venu intervenir au lycée. Et ce jour-là, je m'étais dit, waouh, j'aimerais trouver une cause qui allume cette flamme en moi de transmettre, en fait, de faire ce devoir de mémoire. Et quand j'ai rencontré ma prof de philo en Angleterre, voilà, elle a mis le pied à l'étrier, puis je suis venu en Amérique latine, j'ai rencontré Martin, et voilà, j'avais trouvé le cheval, quoi. Voilà, j'avais plus qu'à monter dessus et d'aller au galop, et c'est ce que j'ai fait. Et aujourd'hui, on est 2 livres plus tard, 3 parce que je suis aussi metteur en scène et scénariste, donc j'ai écrit une pièce de théâtre qui est d'intérêt public en Amérique latine et qui a gagné le premier prix de la pièce de théâtre au Paraguay il y a 2 ans. Et en fait, c'est Martin qui demande à juger Stroessner, mais par un retour des choses, c'est comme il est avocat, c'est lui qui se retrouve à devoir défendre Stroessner dans son procès. Et c'est assez fou, et ça me permet et ça, c'est très pédagogique. Les jeunes vont voir cette pièce et voilà, il n'y a pas trop de dates, il n'y a pas trop de monde, il n'y a pas trop de numéros, mais on se rend compte, waouh, de l'ampleur de ce qu'a été la dictature paraguayenne et le Condor par la même occasion. Donc voilà, il y a aussi cette transmission et puis cette passion qui va pas me quitter, enfin de raconter cette histoire, de toujours en savoir plus sur cette histoire et de pas laisser la mémoire de ce qu'a été Martin et de ce qu'a été l'opération Condor s'évanouir dans le temps. Ce serait une grande perte pour l'humanité d'avoir un tel exemple et de pas en faire bénéficier les consciences des futurs citoyens de la Terre. Pour en savoir plus sur cette opération Condor, est-ce que tu aurais des trucs à conseiller à ceux qui nous écoutent, que ce soit des films, des bouquins? Bien évidemment, c'est aussi l'occasion de refaire ta promo. Vas-y, c'est le moment. Il y a un site internet qui est très cool que j'avais passé. Opération Condor. C'est Opération Condor pour quelque chose. Mais si on tape Opération Condor sur Google, on tombe dessus. En tout cas, c'est un site qui est créé par des académiques, en fait, qui sont des universitaires qui sont tout à fait spécialisés dans le Condor et qui ont compilé des archives les plus parlantes, en fait, de ce qu'a été l'opération Condor, qui sont toutes issues des archives de la terreur, enfin pour la plupart. Il y a aussi des archives du FBI et des archives des États-Unis. Plancondor.org, pardon. Plancondor.org, c'est ça. Tout à fait. Voilà. Au niveau du plan Condor,
qui a Les années Condor de John Binges. De toute façon, on remettra tout ça en description des rediffs. Ça a été mon livre de chevet pendant très longtemps. C'est John Binges qui est venu, c'est un chercheur américain, un journaliste, qui est venu ici tout de suite quand les archives ont été trouvées. Il y a deux livres, donc La plume du Condor aux éditions Sileps. Voilà. Et il y a un livre très bon de Francesca Lessa aux éditions Sileps, et ça s'appelle Les procès Condor. Ça, c'est un livre formidable. Et c'est Francesca Lessa aussi qui crée le site plancondor.org, qui a créé le site et qui le fait tourner. Et elle fait un travail absolument admirable. Donc voilà, ça, c'est les livres. Et puis, pour ceux qui parlent espagnol, mon dernier livre est aussi en espagnol, La pluma del Condor. Tout à l'heure, tu as mentionné Costa Gavras et un film aussi. Oui, le film Missing. Missing. Et voilà, ça c'est un film qui parle de la dictature chilienne en fait, et qui est le premier film à mettre un peu les pieds dans ce qu'a été l'opération Condor aussi. D'ailleurs, c'est Costa Gavras qui a écrit la préface de mon dernier livre. Voilà, pour cette raison-là, parce que c'était vraiment le cinéaste qui non seulement a connu Martin à l'époque où Martin était en exil en France, mais aussi qui a pris à bras le corps cette cause de transmettre sur ce qu'a été la réalité du plan Condor. Et alors, concernant tes actus, donc toi, tu finalises la thèse, là, c'est ça? Oui, moi, je suis en plein dans la thèse. Et puis, voilà, j'ai aussi des activités de recherche, je continue à chercher activement au sein des archives de la terreur, non seulement pour ma thèse, mais aussi pour des articles scientifiques dans des revues, et puis peut-être un prochain livre en cours. Mais là, le dernier vient de sortir, je me laisse un peu de temps. Oui, souffle un peu. Écoute, merci en tout cas, Pablo, merci beaucoup pour ces 2 heures que tu nous as accordées, pour cette histoire passionnante, cette vie incroyable de Martin, et ouais, ce sujet qui est encore très d'actualité, malheureusement. Voilà. Les gens y trouveront sans doute un écho certain. Merci, Pablo. Merci à toi. J'aimerais remercier une fois de plus Louis pour son travail de préparation sur cette émission et sur tout le travail formidable qu'il fait à chaque fois avec chacun de nos intervenants. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée et à très vite sur les réseaux. Salut!